fait, on va démarrer bien en tête sur une question fondamentale qui se pose encore aujourd'hui, c'est que tout le monde se pose la question de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et c'est une discussion sans fin. C'est un travail de sémantique qui alimente encore beaucoup de papiers. D'ailleurs, il y a autant de papiers sur ce sujet que l'intelligence naturelle. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine? C'est encore un sujet de débat. Qu'est-ce qui différencie d'ailleurs l'intelligence de l'Homo sapiens avec l'intelligence des animaux, des mammifères? Il y a tout un champ des neurosciences qui n'est pas encore achevé de ce côté-là. Et la forme que j'adopte pour définir ce que c'est que l'IA, c'est d'adopter plutôt une forme historique, plutôt que d'essayer de rentrer dans la sémantique du terme. Le terme, en fait, il a été inventé par un chercheur américain de MIT qui s'appelait John McCarthy, qui est décédé il y a 2 ans, et qui, précisément le 31 août 1955, donc c'est à peu près au moment où Marty McFly s'est revenu dans le passé, dans le futur, Eisenhower est président, les mainframes existent à peine avec des lampes et elles sont en train de passer au transistor, donc les gars, ils pondent un mémo, qui co-signe avec les 3 autres lascars qui sont là, et il dit, bah voilà, on va organiser un hackathon sur l'IA. On appelait ça hackathon à l'époque, on appelait ça Summer Camp, ça faisait plus sérieux. Et Summer Camp de 8 semaines, entre juin et août 56, donc 1 an après, pour essayer de travailler sur ce nouveau concept de l'intelligence artificielle. Alors, d'un point de vue historique, le concept n'était pas nouveau, parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient travaillé avant dessus. Alan Turing avait conduit les mémos, notamment un fameux mémo en 1950. Il y avait même des gens qui avaient inventé les réseaux neurones en 1943. Shannon avait bossé avant, Shannon c'est un des capteurs d'ailleurs. Donc il y a eu des travaux sur l'IA qui précédaient l'invention du terme. Mais ils ont voulu créer ce champ scientifique, il y a tout un tas de raisons politiques d'ailleurs à l'époque, parce qu'il y avait plusieurs camps qui se battaient entre eux dans le monde des chercheurs de cette discipline. Et donc ils ont pondu un mémo qui fait 13 pages, et qui est en fait une espèce d'étude, une espèce de business plan pour justifier le coût du truc, qui devait coûter 13 000 $, je crois, à l'époque, donc des dollars qui valaient plus cher qu'aujourd'hui, et les 13 000 $ payaient les salaires d'une dizaine de personnes pendant les 2 mois. Quoi. Et dans ce mémo, il y a une espèce de mission statement qui définit, bah, voilà sur quoi on veut bosser, que j'ai résumé ici. Donc il y avait 7 points, qui étaient le plan de travail pour 8 semaines. Bon, 63 ans après, on y est encore. L'idée, c'était de créer des ordinateurs automatiques, qui se programment par eux-mêmes, qui sont capables de traiter du langage, qui sont capables de faire de la vision aussi, d'avoir des caractéristiques de l'intelligence humaine, de s'auto-améliorer, d'avoir une capacité d'abstraction, de savoir être créatif et de gérer un peu de sérendipité, d'aléatoire. Toutes choses qui, à l'époque, étaient une forme de définition d'intelligence. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a rien sur l'intelligence émotionnelle, qui est une des caractéristiques de l'intelligence humaine. Et c'est une vision relativement réduite de ça. Alors il y a des gens, des petits malins qui disent que l'IA n'existe pas parce que dans la phrase du mémo, il y a une phrase qui dit l'idée c'est de partir du principe d'une conjecture comme quoi on pourrait mettre dans une machine des éléments d'intelligence humaine. Alors il y a certains qui disent la conjecture n'ayant pas été prouvée, l'IA n'existe pas. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent on n'a pas réussi à mettre l'intégralité d'une intelligence humaine dans une machine, donc c'est plié, c'est ce que dit Luc Julia dans ses bouquins. L'IA n'existe pas. Bon. Alors, je vais essayer de vous donner des définitions empiriques, non pas très scientifiques. J'en ai pris dans Wikipédia, j'en ai pris dans plein de sources différentes depuis 4 ans. Là, j'ai trouvé ça dans le Larousse, donc technique visant à créer des machines qui simulent l'intelligence. Alors après, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? On retourne dans le projet précédent. Une définition qui est peut-être plus pragmatique consiste à dire, bah, pour l'instant, avec l'état de l'art d'aujourd'hui, l'IA, finalement, elle simule, elle imite, mais pas forcément l'identique, elle complète très souvent, et parfois d'ailleurs elle dépense des composantes plutôt isolées d'intelligence humaine. Donc ça c'est ma définition un peu personnelle. C'est un peu un bric-à-brac, c'est une espèce de grande boîte à outils qui fait des choses assez disparates, qui dans certains cas nous dépassent, dans d'autres ne nous dépassent pas. Et certains, comme je crois Yann Lequin, je m'amuse, d'autres essayent de dire que c'est plutôt l'intelligence augmentée. Donc c'est l'homme qui est outillé par la machine, comme on fait depuis la roue et depuis toutes les technologies que les hommes ont inventées, qui nous donne plus de puissance de travail. Sachant que dans certains cas, le remplacement qui est fait avec de la simulation est possible sur certains bouts de métier. C'est ça qui fait peur à beaucoup de gens, parce qu'on est capable de remplacer certains métiers très répétitifs par de l'IA, mais c'est dans la vraie vie relativement rare. Alors le cas le plus souvent mis en avant, c'est les caissières ou les vendeurs dans les magasins, mais on oublie de dire qu'on ne remplace pas un caissier ou un caissière par un ordinateur avec de l'IA,
on remplace le travail du caissier ou du caissière par le travail du client. Donc on va peut-être déplacer le problème avec d'autres personnes, mais on n'a pas à déplacer le problème vers l'IA en fait en pratique, dans ce cas, le cas précis que je vous donne là. Donc parfois il ne faut pas se tromper, une migration de valeur, c'est pas forcément de l'homme vers la machine, c'est de l'homme vers l'homme. Il y a une notion très importante dans l'IA qui est mise en avant par certains spécialistes, qui est la notion d'auto-apprentissage, qui est une des caractéristiques des mammifères et aussi de l'homme. C'est-à-dire notre capacité à interagir avec le monde et à en déduire par l'observation des règles de fonctionnement, c'est un peu ce qu'on fait dans le machine learning, et de modifier notre comportement en fonction de ce qu'on apprend. Et c'est une notion d'auto-apprentissage, donc c'est nous qui interagissons avec l'environnement et on apprend sans forcément qu'on nous explique à chaque fois comment il faut faire de manière explicite. Il y a une notion très importante d'ailleurs dans ces considérations qui est qu'est-ce qui est explicite, qu'est-ce qui est implicite. Ce qui est implicite, ça vient de l'observation et d'un côté relativement empirique. Ce qui est explicite, c'est quand à l'école on vous dit fais comme ci, fais comme ça, fais pas comme ça. Ou à la maison, entre les parents et les enfants. Et je rajoute là-dessus un point évidemment très important, c'est qu'aucune IA, notamment dans le dialogue de machine, n'a réussi à atteindre le fameux test de Turing. Qui ne connaît pas le test de Turing, donc, voilà, quelques-uns quand même. Ouais, c'est bien, il faut y aller. Le test de Turing, c'est un test de pensée qui a été imaginé par Alan Turing en 1950 ou 53, je ne sais plus, qui consistait à dire on aura des machines intelligentes le jour où on ne pourra plus distinguer un homme d'une machine en dialoguant avec la machine, mais avec un clavier et un écran, en mode texte, hein, pas avec un visage, un avatar. C'était l'époque, l'informatique de l'époque était un écran avec du texte. Hein. Ce qui était déjà la guerre des étoiles à l'époque, hein, dans l'absolu. Donc voilà, c'est un bric à brac de définition, vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Alors moi j'ai fait rajouter un petit truc qui est très humain. D'ailleurs, ça a toujours été une motivation personnelle pour moi de m'intéresser au deep tech, donc ces technologies avancées, c'est pour ça que je m'intéresse à l'informatique quantique aujourd'hui. Dans les technologies, vu de l'extérieur, il y a toujours un petit côté magique. Et quand on ne connaît pas le tour de magie, c'est de la magie. Donc si vous allez voir David Copperfield faire disparaître un avion, vous dites c'est génial, l'avion il disparaît. Mais une fois que vous avez expliqué le truc, vous dites ah ouais, c'est que ça. En fait, j'ai eu la même impression personnelle en découvrant l'IA de près. Moi j'ai eu une formation d'ingénieur, j'aime bien comprendre comment les trucs sont faits, donc quand j'étais gamin, je démontais tout, comme tous les geeks qui se respectent. Eh bien l'IA, j'ai un peu démonté. Donc au départ, quand j'entendais dire qu'une IA était capable de reconnaître un chat dans une image, je disais c'est merveilleux, comment ça marche. Et une fois qu'on s'est rentré dedans, qu'on a vu les modèles mathématiques qui sont employés, on se dit bah ouais, c'est des maths. J'ai fait une présentation la semaine dernière à des académiciens de l'Académie des technologies, et j'intervenais sur le sujet de l'IA avec une collègue, qui s'appelle Fanny Mouton, et il y a un des académiciens qui nous a un petit peu alpagué en disant « Oui, mais l'IA, c'est que des régressions linéaires, c'est que des maths et des vecteurs. » Bon, je pourrais dire aussi que l'informatique, c'est des 0 et des 1, et on s'arrête là, quoi. Donc, en fait, c'est une question de niveau d'abstraction. Si on va au niveau des bits, au niveau des formules mathématiques de base, il n'y a pas beaucoup d'intelligence. Mais l'assemblage des technologies, plus on monte dans le niveau d'abstraction, on génère une forme de sophistication dans le produit. En tout cas, c'est très important de voir que quand techniquement on peut rentrer dans une technologie, on la démystifie, et on en a moins peur en général, on peut en comprendre les impacts que ça va avoir, on peut aussi comprendre les inquiétudes qui existent, que Émeric citait tout à l'heure, qui sont les questions d'éthique, les questions de biais des données, parce qu'on ne comprend pas les biais des données si on ne comprend pas les algorithmes, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre les méthodes probabilistes qui sont utilisées dans l'IA, et c'est ça qui permet d'avoir une conscience, on va dire, sociétale, politique, et même sur la démocratie, liée à l'IA. Donc vous avez la fameuse photo de ce bouquin de Luc Julia, que je vous recommande, que je n'ai pas lu d'ailleurs, enfin, je dis ça comme ça, mais j'ai lu les résumés, j'ai lu ses interviews, j'ai lu ses conférences. En fait, il a fait quelque chose qui est assez courant dans le monde de la pensée, dans le monde du leadership de la pensée, c'est qu'il a d'abord écrit un article dans un journal, avec le même titre, et après il a délégué ça dans un bouquin pour expliquer sa pensée en long, large et en travers, et je crois qu'il y a 9 fois d'écart entre le bouquin et l'article qu'il a fait publier. Donc voilà pour les définitions. Alors j'ai une autre manière de voir les choses, qui permet aussi de poser un petit peu le débat, c'est d'essayer de comprendre dans quel cas de figure, dans cette fameuse boîte à outils du numérique, la machine dépasse l'homme, et dans quel cas l'homme est encore meilleur que la machine. Ça peut nous rassurer éventuellement. Donc, alors voilà des cas où la machine dépasse l'homme, et dans certains cas depuis très longtemps. Il fut un temps où la mémoire verbale, elle se transmettait oralement. Après, on a inventé l'imprimerie, d'abord l'écriture, il y a quelques millénaires, puis après, on a inventé l'imprimerie au XVe siècle, puis après, on a inventé l'informatique pour améliorer les capacités de stockage. Donc la mémoire, c'est quelque chose qu'on a délégué à autre chose que la mémoire du cerveau depuis très longtemps. Et ça s'est amélioré de siècle en siècle. Le calcul,
Bon, jusqu'à 1965, on calculait à la main, on apprenait les tables de multiplication à l'école, on faisait tout ça à la main, puis dans les années 70 est apparu un outil absolument magique qui était la calculatrice électronique. Moi, je les ai vus apparaître, parce que j'ai un âge qui fait que je les ai vus apparaître quand j'étais jeune, d'autres l'ont eu dès l'enfance, et puis après est apparu un autre outil absolument extraordinaire qui s'appelle le tableur. Mais ceux qui ont moins de 40 ans, pour eux, ils ont toujours vécu avec un tableur, ils savent ce que c'est, ils n'ont pas vu la non-tableur. Imaginez un expert comptable qui fait un bilan sans un logiciel ou sans un tableur. C'est un enfer. Maintenant, vous mettez vos colonnes, vos lignes, vous mettez vos formules et ça répond tout de suite. Donc la machine vous dépasse directement, surtout si vous utilisez le tableur fait par une autre personne. Un tableau avec des colonnes dans tous les sens et vous devez remplir 3 cases, vous ne savez même pas ce qu'il y a comme formule derrière, ça vous donne la réponse à votre question, le bilan, etc. Donc la machine, elle vous bat déjà depuis très longtemps. Mais ce n'est pas d'intelligence. En tout cas, on ne dit pas que c'est d'intelligence. Mais avant l'invention de l'informatique, avoir une bonne mémoire ou avoir une capacité de calcul, c'était considéré comme une partie d'intelligence. Maintenant, on s'en fout, parce que les machines le font depuis longtemps, donc en fait, dans notre référence, c'est plus d'intelligence. J'aime bien aussi revenir sur la mémoire. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeu Jeopardy, qui avait beaucoup fait parler de lui en 2011, c'était 9 ans. Et c'est l'année où IBM a commencé à parler d'IBM Watson. IBM Watson, c'était un truc magique, un ordinateur et un logiciel qui était capable de répondre à des questions tordues du jeu Jeopardy. Il faut deviner la question en fonction des réponses. Donc c'est un jeu de manipulation de la culture et du langage, avec des ambiguïtés. Et le jour où Jeopardy a gagné, on a dit ça y est, c'est foutu, l'homme est foutu, l'intelligence de la machine dépasse l'homme. Bon, cette machine, elle utilisait ce qu'on appelle la force brute, hein, c'est-à-dire qu'elle avait Wikipédia en mémoire, en RAM. Ils avaient mis beaucoup de RAM dans l'ordinateur, de l'ordre de 4 teraoctets. Ils avaient mis toute la mémoire textuelle de Wikipédia dedans. Il est évident que les coordonnées géographiques de toutes les villes du monde, ils les avaient, alors qu'un Américain moyen, il ne savait même pas où sont les villes dans le monde. Donc dès qu'il y avait une question de géographie, la machine battait l'homme, parce qu'il y avait tout Wikipédia dedans. Et quand j'ai découvert ce truc-là, quand j'ai commencé à écrire sur l'IA, je me suis dit, mais c'est quoi la taille de la mémoire d'un homme? Très pratique, hein, quelle est la mémoire d'un Homo sapiens? Alors, il y a 2 méthodes pour trouver ça. Vous avez la réponse qui est affichée là, mais... première méthode, c'est la méthode bottom-up, c'est-à-dire combien il y a de neurones, combien il y a de synapses, et combien il y a de capacité de stockage théorique dans un cerveau humain, en fonction de la biologie du cerveau. Moi, j'ai adopté une méthode plutôt top-bottom, différente, pour évaluer ça. Je me suis dit, finalement, dans notre vie, d'où viennent les mots? Ils viennent de ce qu'on lit, de ce qu'on entend et de ce qu'on dit. Donc je me suis dit, je vais calculer sur 85 ans, on va dire l'âge moyen élevé d'une personne, et je me suis dit, je vais compter le nombre de mots auxquels on est exposé dans toute notre vie. Puis là-dessus, je vais appliquer un pourcentage de mémorisation. Donc quand on prend tout ce qu'on entend, lit, et en étant bavard comme moi, et en écrivant tout le temps, en lisant tout le temps, toute la journée, genre 14 heures par jour, sur 85 ans, ça ne fait que 40 gigaoctets en mémoire textuelle. Donc ça, c'est un peu le taquet. En sachant que, là vous m'entendez, vous allez m'entendre pendant 2 heures, vous êtes très courageux, mais demain, vous aurez retenu 10 phrases maximum. D'autres, une phrase, d'autres, rien au bout de 3 mois. Donc en fait, notre cerveau, il passe son temps à élaguer. C'est comme ça qu'il fonctionne. L'intelligence, c'est la capacité à élaguer la mémoire pour ne garder que ce qui est important, de garder que les choses les plus marquantes. Très souvent, d'ailleurs, notre cerveau limbique, il y a une caractéristique, c'est qu'il renforce la mémorisation des éléments qu'on a vécus qui ont une forte charge émotionnelle. Il y a des journées de votre vie, peut-être mariage, naissance ou autre, dont vous vous rappelez dans le détail très très longtemps, et puis des journées banales, vous les oubliez entièrement. Et les gens banaux aussi, d'ailleurs, en passage. Donc c'est comme ça que ça se passe. Moi, je me rappelle, à l'époque où j'étais chez Microsoft comme Jean-Eudes, j'ai vu Bill Gates une vingtaine de fois, je peux vous dire exactement ce qui s'est passé, tel jour, telle heure, en détail, alors que la journée d'avant, la journée d'après, j'ai tout oublié. Donc tout ça pour dire que notre mémoire, elle est rikiki. Donc c'est normal qu'on ait besoin de s'appuyer sur la machine, ou notre calendrier, notre agenda, notre mail, pour avoir de la mémoire étendue. Alors, les jeux de société, c'est pareil. Les jeux de société, ça a été un des premiers grades qui a été attaqué par les spécialistes de l'IA dans les années 60, même les années 50. Ils ont cherché à gagner avec des machines contre l'homme. Alors ils ont d'abord gagné avec les jeux, il y avait une combinatoire qui était limitée, genre le jeu de dames, le tic-tac-toe. Puis après, ils se sont attaqués aux échecs. Et il a fallu attendre 1996-97 pour que Deep Blue, une bécane et un logiciel IBM, gagne contre Garry Kasparov. Alors, moi qui suis un fact-checker un peu emmerdant, je suis allé regarder les batailles en question et j'ai regardé comment ça s'est passé. Si vous regardez toutes les batailles, je crois qu'il y a eu 12 batailles en tout, en fait, au début, Kasparov qui gagnait contre la machine. Donc, comme il gagnait, les gars d'IBM, ils ont
bidouillé leur logiciel, ils ont amélioré les capacités d'apprentissage, ils ont augmenté la puissance des machines, et puis à la fin, Kasparov s'est fait battre. Et là, il a laissé tomber, il a dit bon, j'ai perdu, c'est la honte et tout. Et il s'est passé la même chose avec le jeu de Go en 2016. Donc aujourd'hui, la quasi-totalité des jeux de société, qui sont des jeux combinatoires et de mémorisation, sont gagnés par la machine face à l'homme. Et le dernier d'ailleurs jeu qui a été gagné comme ça, c'est le jeu de poker, qui a une caractéristique qui le différencie beaucoup des autres jeux. Typiquement, tous ceux que j'ai cités, les échecs, le jeu de Go, c'est que le jeu de poker est un jeu ambigu. Parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main, et on doit faire des probabilités sur quelles sont les cartes des autres joueurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle un environnement incertain, incomplet. Et donc, malgré cette incomplétude, les machines aujourd'hui arrivent à gagner face à l'homme sur le poker. La vision artificielle, alors j'ai mis l'homme ici, les humains ici, et la vision, je l'ai mis à cheval. Pourquoi? Parce que on est dans une situation paradoxale avec la vision artificielle aujourd'hui, c'est que la vision artificielle marche très bien. D'ailleurs, c'est ce qui marche le mieux dans l'IA aujourd'hui. Si on séparait le langage, la vision et le raisonnement, ou le traitement des données, la vision, c'est vraiment ce qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à analyser des radios en imagerie médicale avec un très bon niveau de rendu, de précision et un taux d'erreur relativement faible, plus faible que celui des spécialistes. Ça marche vraiment très très bien. Mais on est dans une situation paradoxale qui est que dans des cas spécialisés, l'IA, donc à base de deep learning, fonctionne très très bien, donc c'est pour ça qu'on est plutôt par là. Au même titre que si vous créez un système de vision 360 avec une caméra dans le visible et puis un lidar, c'est sûr que voir derrière vous, une machine peut le faire, vous ne pouvez pas, vous avez des yeux devant, donc la machine va être meilleure que vous. J'ai découvert au CES l'année dernière une solution qui était présentée par Huawei. Ils montraient qu'avec une caméra 4K, ils étaient capables d'identifier 1000 personnes à la fois dans une image. Les Chinois, ils aiment bien ça. Bon, mais aucun humain sait faire ça. Vous ne pouvez pas identifier 1000 personnes en même temps. Je peux reconnaître 3-4 personnes que je connais dans la salle, un par un, mais 1000 en même temps, pas possible. Donc la machine est capable de le faire parce qu'elle a une force brute qui lui permet de le faire. A contrario, il ne faut pas oublier quand même que la vision artificielle dans l'IA, je vous le décrirai tout à l'heure, elle est réalisée à partir d'analyse de l'image à très basse résolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes de reco d'image, ils fonctionnent avec des résolutions de l'ordre de 150 000 pixels, en moyenne. Il y a quelques cas avec du hardware spécialisé où on arrive à aller un peu au-delà, mais c'est rare qu'on aille au-delà de 1 à 2 millions de pixels. Nous, on a deux yeux qui font entre 90 et 100 millions de pixels chacun. C'est pas mal quand même. Hein. On a une capacité, et nous et les mammifères en général d'ailleurs, qui ont des petites variantes, mais on a une capacité visuelle qui est quand même très spécialisée. Alors, en plus, on a une vision fovéale au milieu de l'œil qui est très précise, c'est un peu plus fou sur le côté, et c'est le cerveau qui reconstitue ça de manière extrêmement sophistiquée. Donc on a encore un petit avantage dans pas mal de cas de figure. Alors après, ça se dégrade. La conduite. Conduire une voiture, on essaye de le faire par des véhicules autonomes, on a encore du mal. Alors on arrive à le faire quand on est dans un environnement contraint avec pas trop de choses autour, mais on n'a pas encore réussi à mettre une voiture autonome sur la place de l'Étoile, à Paris. Ou à Bombay, ou à Naples, ou des endroits où les gens conduisent comme des fous. Quoi. Donc la difficulté, elle existe. Pourquoi? Parce que c'est difficile de faire cohabiter des hommes et des machines. Surtout des hommes qui ne respectent pas les règles et qui sont imprévisibles. Alors que les machines, on va leur donner une règle et on va la respecter. Donc la conduite, on est entre deux eaux. Ça dépend où on la met. On peut mettre une voiture ici, à un endroit où il n'y a pas trop de gens. Puis dès qu'il y a beaucoup de monde, on va se retrouver à l'inférieur à l'homme. Le raisonnement spécialisé. Il fut un temps dans les années 80, on crée ce qu'on appelle des systèmes experts, à la base de moteurs de règles, qui étaient censés modéliser le savoir humain au niveau de la logique. Le raisonnement, si ça, alors ça, si telle valeur est à tel niveau, si telle condition est réunie, alors il se passe ça. Et à partir de là, on était capable de modéliser la connaissance d'experts dans certains domaines. Ça donnait lieu à une grosse vague de l'IA, donc les années 80. Bon, ça n'a jamais très bien marché, mais on continue à l'utiliser quand même. Le paradoxe étant que c'est pas à la mode, donc aujourd'hui tout le monde ne jure que par le deep learning et les réseaux de neurones, mais dans la pratique, beaucoup d'entreprises continuent d'utiliser des moteurs de règles. Bon, un moteur de règles, la différence entre un moteur de règles et la programmation classique, quand on fait du développement, c'est que dans la programmation classique, les règles sont statiques, c'est vous qui dites si, ça, alors ça, et puis vous séquencez vos règles avec le nœud dans un code classique, même si c'est orienté objet. Alors que quand vous avez un moteur de règles, vous lui donnez toutes les règles, après il se débrouille, pour les assembler correctement. Donc il y a un côté dynamique dans l'assemblage des règles, alors que dans la programmation traditionnelle classique, l'assemblage il est fait à la main. Donc c'est ça qui est différencié. Alors c'est encore pire quand on va dans le raisonnement automatique, complet, généraliste. Alors après je mets tout ce qui est au langage.
Pourtant, je vous mets dans les catégories assez basses la maîtrise du langage, pourtant vous pouvez parler à Amazon Alexa et Google Assistant, ou Siri. Cortana, je sais pas si ça existe encore, je suis Microsoft, mais vous pouvez leur parler. Bon, il se passe deux situations avec ces systèmes-là. C'est qu'un, ils ne comprennent pas ce que vous dites, parce qu'ils n'ont pas une intelligence symbolique. Ils ont une vision mathématique des mots qu'ils entendent, et donc ils ne savent pas comprendre de quoi vous parlez, ils ont juste une vision statistique et mathématique des mots et des phrases. Donc en fait, ils ne comprennent rien, mais ils simulent la compréhension et ils font semblant de vous répondre, et une fois sur deux, ça marche, une fois sur deux, ça ne marche pas. D'ailleurs, au CES, où j'étais il y a 2 mois, c'était très marrant parce que vous aviez des tonnes de stands qui parlaient de Amazon Alexa et de Google Assistant, mais il n'y avait quasiment pas de démos parce que dans un salon, il y a beaucoup de bruit. Donc faire des démos de reconnaissance de la parole dans le bruit, c'est pas facile. Et le seul endroit où au CES on peut faire une bonne démo de reco de la parole, c'est dans les bagnoles, la porte fermée. Là, il y a moins de bruit, voilà, parce que c'est plus isolé, quoi. Donc le langage, c'est moyen. La traduction, j'ai mis un N. Pourquoi j'ai mis un N? Parce qu'en fait, quand vous êtes parfaitement bilingue, genre français-anglais, vous allez être meilleur que la machine. Parce que la machine va se planter dans plein de cas de figure, donc vous êtes là. C'est-à-dire que la machine est dans votre roue. Par contre, si vous mettez, c'est ce que fait Google Translate, une machine et vous lui donnez la capacité à traduire 50 langues, bon bah, il y a peu de gens qui parlent 50 langues, donc la machine va être meilleure que vous. Donc ça dépend du niveau de multilingue qu'on a pour comparer la même machine. Et puis le dernier point, il y a 2 derniers points qui sont ici, c'est le raisonnement généraliste, c'est-à-dire la capacité à raisonner de manière empirique, à interagir avec son environnement, à trouver des solutions astucieuses pour faire marcher un projecteur avec l'HDMI et l'audio. Parfois, ça a l'air con, mais c'est compliqué. Hein. Il y a des trucs comme ça de la vie de tous les jours, la réparation à la maison. Bah, pour l'instant, les machines ne savent pas le faire parce qu'elles n'ont pas cette espèce de connaissances empiriques permettant de trouver des solutions astucieuses. Et puis, il y a la détection des émotions, où les machines se débrouillent pas trop mal aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on peut très bien... Alors là, il y a une caméra qui me suit, parce que j'ai un dongle sur moi, donc si je bouge, elle va me suivre. Mais il existe d'autres systèmes à base de caméra qui vous regardent vous, l'audience, et qui sont capables, en analysant vos visages, d'en déduire beaucoup d'informations. Vous ne savez pas, vous pourriez être espionné, alors, il y a peut-être une caméra cachée, on ne sait pas, mais à partir d'une simple caméra, on peut détecter plein de choses. On peut regarder votre visage et vos expressions. Monsieur est sérieux, monsieur sourit, monsieur s'ennuie, il y en a qui dorment, il y en a qui sont dans leur téléphone, dans leur laptop, tout ça, une caméra peut le voir. Mais il faut savoir qu'une caméra est capable aujourd'hui de détecter votre pouls à distance. Il y a même des caméras qui sont capables, enfin c'est le logiciel qui va avec, qui sont capables de détecter votre tension artérielle et votre oxygénation du sang. Ça va très très loin en fait. Donc en fait, à distance, on peut détecter beaucoup de paramètres biométriques qui permettent d'avoir des informations qui peuvent être exploitées à travers des logiciels. Donc il y a cette puissance de la machine qui est absolument incroyable. Mais bon, après la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas le tout de détection, c'est pas tout de détecter des apparences extérieures de vos émotions, en ayant de les interpréter et d'en faire quelque chose d'utile, sachant que si monsieur sourit en me regardant, il peut sourire parce que c'est drôle, ou il peut sourire parce qu'il trouve que je suis un peu moyen, quoi. Donc la raison du sourire n'est pas interprétable par la machine. Elle peut l'être éventuellement en fonction du contexte. Bon, il y a un dernier point qui est important, c'est l'agilité physique. Les robots, pour l'instant, c'est pas encore ça, même avec ceux de Boston Dynamics. Et le bilan énergétique, alors là, il est pourri chez les machines. Notre cerveau, c'est 20 watts à peu près, en temps normal. Le reste du corps humain en repos, c'est de l'ordre de 100 watts. Bah, le jour où vous trouvez un robot qui a la puissance d'intelligence de l'homme à 20 watts et qui est capable de marcher pour 100 watts, vous m'appelez, parce que c'est pas encore le cas, pour des raisons liées au fait que les êtres biologiques, les mammifères, l'Homo sapiens, est le résultat de quelques millions d'années d'évolution, est extrêmement optimisé du point de vue de la consommation énergétique, ce qui n'est pas le cas des machines. On est loin d'avoir optimisé la consommation énergétique des machines, on est très optimisé de ce côté-là. Est-ce que ça vous rassure tout ça? Oui. Plus ou moins. Hein. Bon, vous pourriez être rassuré, mais attention, ça évolue dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Donc ça évolue plus ou moins rapidement selon les questions. Vous avez par exemple pour la robotique ici, la question de l'agilité physique, elle n'est pas liée qu'à l'informatique. Il y a 2 points qui sont des domaines scientifiques qui ne sont pas liés à l'informatique, qui sont fondamentaux. Il y en a un, c'est les batteries. Et il y en a un deuxième, c'est la capacité à créer des muscles striés qui ne sont pas des moteurs rotatifs. Parce que le muscle qui nous fait bouger le bras, bah, c'est quand même super malin, quoi. Alors que si vous mettez un moteur avec des poulies, enfin un truc mécanique classique, c'est pas du tout efficace. Donc le muscle biologique, c'est quelque chose qu'on essaye d'imiter. J'ai trouvé 3-4 boîtes qui font ça, des labos aux États-Unis, à droite à gauche,
Et ce sont des défis qui ne sont pas des défis informatiques, c'est des défis de chimie, de physique. J'étais un peu bavard, je me rends compte. Et c'est la première fois que je fais le sketch comme ça devant vous, donc j'améliore à chaque fois. Je teste. Il faut toujours tester, hein. C'est comme l'IA, il faut tester. Alors, quelle est cette boîte à outils de l'IA? Cette boîte à outils, je vous en présente ici une version simplifiée. Je pense que les puristes hurleraient probablement au grand diable que ce n'est pas parfaitement exact au niveau de la segmentation. Il faut savoir que pour écrire des bouquins sur l'IA, j'ai dû éplucher au moins une vingtaine de définitions de l'IA, une vingtaine de segmentations, dans lesquelles j'ai trouvé des bugs absolument monstrueux, notamment des segmentations qui venaient des gros cabinets d'analystes américains, McKinsey, Boston, incroyablement nuls, quoi. C'est des trucs, mais je ne m'en rendais pas compte au début. Je disais, moi, ça doit être comme ça. Par exemple, il y a des gars qui nous disent que le machine learning, c'est supervisé, et le deep learning, ça n'est pas supervisé. Et là, vous dites, alors, au début, vous dites, bah, peut-être. Quand vous creusez le sujet, vous dites, ah non, pas du tout. Et en fait, vous avez des erreurs de segmentation monstrueuses qui sont créées par des analystes qui n'ont pas creusé vraiment suffisamment la discipline scientifique et ils nous pondent des trucs qui simplifient trop le monde de l'IA. Alors, la boîte à outils de l'IA, je la démarre avec, en gros, son historique important des années 60 jusqu'à 80, qui était tout ce qui était lié au raisonnement, alors qui est un domaine très vaste, hein, dans lequel on peut mettre de manière simpliste les moteurs de règles et les systèmes experts, et dans lequel il y a plein d'autres techniques qui sont la programmation par contrainte, les systèmes qui s'appuient sur des arborescences et sur la terminologie dans des domaines spécifiques, sur les ontologies, tout ce qui est lié à l'organisation du savoir de manière structurée. Et ça, on en parle peu parce que c'est plus à la mode depuis 15 ans, mais on l'utilise quand même discrètement. Et puis, il y a ce fameux champ immense du machine learning qui, est, en fait, en pratique, est né en 1959. Il a été créé par un certain Arthur Samuel, mais dont on entend vraiment beaucoup parler depuis une quinzaine d'années, et dont on entend encore plus parler depuis à peu près 5-6 ans, du fait du deep learning. Alors, je vais essayer de vous segmenter la terminologie utilisée entre machine learning, réseau de neurones et deep learning. Ces trois briques qui sont les unes dans les autres, et elles correspondent à des niveaux de sophistication différents de modèles mathématiques qui s'inspirent de données d'apprentissage. Alors, en gros, le machine learning, ça sert à quoi? Ça sert à segmenter de l'information, éventuellement à reconnaître des objets, et éventuellement à faire des prédictions. C'est les trois grandes fonctions principales qu'on utilise couramment dans le machine learning et le deep learning. Et une des manières de segmenter machine learning, réseau de neurones et deep learning, et je reviendrai sur ce que c'est qu'un réseau de neurones, c'est en fait tout simplement de regarder la complexité des données qu'on est en train de travailler. Donc quand on fait du machine learning qui n'est pas du réseau de neurones et qui n'est pas du deep learning, ça correspond à des modèles mathématiques qui permettent de faire ce que j'ai dit, la prévision, segmentation classique, mais sur des données dont la dimension est relativement simple. C'est-à-dire des données où il y a, en gros, si vous aviez un tableur ou une base de données, entre 1 et 20 colonnes, genre une base de données client ou un log de serveur, et à partir de là, vous voulez faire des prédictions ou détecter des anomalies. Et pour faire ça, on utilise des méthodes mathématiques qui relèvent du monde du machine learning, qui ne sont pas trop compliquées, parce qu'on a un nombre de dimensions de problème qui est simple. Par contre, si vous allez à l'extrême inverse dans la vision artificielle, bah, vous prenez une image de basse résolution, telle que celles qui sont utilisées aujourd'hui dans les réseaux neurones, vous avez 150 000 pixels. Donc vous avez 150 000 dimensions, donc 2 puissance 150 000 possibilités d'images différentes. Là, on ne peut plus appliquer des modèles mathématiques simples, tels que ceux qu'on a dans les modèles à 10 colonnes ou 20 colonnes. Et donc c'est pour ça qu'on fait appel à des techniques de deep learning, qui sont en fait des variantes plus profondes, plus complexes de réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, en fait, ce sont des méthodes mathématiques qui permettent de gérer des données complexes, avec des couches avec des niveaux d'abstraction différents, qu'on va évoquer tout à l'heure, qui permettent de détecter des formes et des objets dans un contenu, alors qui peut être du texte, de l'image, des graphes aussi. J'ai découvert ça relativement récemment. On est capable de travailler sur des graphes et de faire des réseaux de neurones sur des graphes. Alors vous allez dire, des graphes, c'est quoi? Bah, des graphes, ça peut être une molécule. Une molécule, c'est des atomes qui sont reliés entre eux avec des lois, un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène, un atome d'azote lié à un atome d'oxygène, etc. Et ces graphes-là, on peut les modéliser en structure mathématique, et après on peut les faire passer dans des réseaux de neurones. Bah, à quoi ça peut servir? Ça peut servir à inventer de nouveaux médicaments, par exemple, en théorie. Ou à trouver des molécules compatibles avec d'autres molécules. Donc, on peut faire des choses très sophistiquées grâce à la modélisation d'arbres complexes, comme des molécules, avec des réseaux de neurones. Donc là, le nombre de dimensions, c'est un peu discriminant entre le machine learning, les réseaux de neurones et le deep learning. Et il y a un dernier point que je mets un peu à part, même si peut-être on pourrait le mettre ici éventuellement, c'est ce que j'appelle les agents et les réseaux d'agents. C'est une technique qui est un petit peu isolée dans le monde de l'IA. Il y a des gens très spécialisés là-dedans, on appelle ça les SMA, les RMA, ça c'est la terminologie qui est utilisée. En gros,
c'est un ensemble de technologies qui est un peu la colle de l'assemblage de briques logicielles qui permet de s'appuyer sur ce qu'on appelle des agents. Qu'est-ce que c'est qu'un agent? C'est un machin, qui est souvent un mélange de hard et de soft, mais qui peut être que du soft, qui a des entrées et des sorties, qui interagit avec son environnement de manière relativement simple, et qui a plus ou moins d'autonomie. Alors cet agent, ça peut être un petit bout de logiciel avec 3 entrées, 3 sorties, ça peut être un humain qu'on modélise en disant, voilà, les humains ils se comportent comme ça, quand ils rentrent dans une pièce, ils disent bonjour, quand ils sont dans un aéroport et qu'il y a une bombe qui explose, ils courent dans une autre direction, etc. Donc ça sert à ça. Et on peut modéliser comme ça le comportement d'agents plus ou moins sophistiqués, et on essaie d'utiliser un logiciel pour voir que va donner le collectif. Alors, il y en a d'autres qui appellent ça le swarm computing. C'est comment on modélise des systèmes complexes à base de systèmes plus simples. Et où est-ce qu'on retrouve des systèmes multi-agents? On va trouver 2 types de systèmes multi-agents, soit des systèmes multi-agents avec des agents homogènes, donc tous les agents sont identiques, comme des humains qu'on modélise dans un aéroport pour simuler la sécurité de l'aéroport, ou alors on va avoir des systèmes d'agents hétérogènes, et là on est dans la modélisation de systèmes complexes, tel qu'un véhicule autonome, un chatbot, qui est un assemblage de plein de briques qui sont plus ou moins indépendantes et interdépendantes. Donc voilà à quoi ça peut servir. Alors une manière de résumer tout ça, c'est de revenir sur ce point-là, qui est qu'à gauche, on peut dire qu'on est dans le champ historique de l'IA symbolique, donc l'intelligence artificielle qui est basée sur les symboles, qui est déductive, qui s'appuie sur une connaissance qui est existante, qui est préexistante, qui a été modélisée, et une IA qui est plutôt inductive, dite connexionniste, qui s'inspire des données, qui apprend en observant les données, et qui souvent est à base d'une connaissance qui n'est pas formalisée. Alors néanmoins, il y a toujours une donnée d'origine humaine. Ici, la donnée d'origine humaine, c'est le savoir, et ici, la donnée d'origine humaine, c'est la labellisation des données. Typiquement, quand on reconnaît des chats dans des images, on est obligé de labelliser l'image. On dit, ça s'appelle un chat. Donc il y a quand même une information qui est d'origine humaine dans ce genre de cas de figure. Ça sort pas, ça tombe pas du ciel. Alors je vais utiliser avec vous une métaphore que j'ai imaginée il y a 2 ans, qui est un peu brutale, mais qui pourrait comprendre vraiment bien la différence entre machine learning, l'IA symbolique et l'IA connexionniste. Comment apprend-on à conduire une voiture, et comment, donc autonome ou pour un conducteur humain, et comment apprend-on à un enfant à traverser la rue? Qui a des enfants dans la salle? Levez le doigt, il y en a quelques-uns, voilà. Qui a des enfants qui ont 22 ans? Voilà, pas beaucoup. Bon, il y en a qui ont eu des enfants de 22 ans. Donc quand vous avez un enfant qui a 2 ans, ou entre 1 an et 2 ans, qui commence à marcher, vous lui apprenez à traverser la rue. Alors moi, je vais vous décrire comment on apprend un enfant à traverser la rue en méthode connexionniste et en méthode symbolique. La méthode connexionniste, si vous prenez 1000 enfants aux Champs-Élysées, qui ne savent rien, et des parents qui ne savent rien, et juste des feux, et vous leur dites, allez-y, traversez, démerdez-vous. Vous mettez des caméras, par exemple celle-là, vous mettez une caméra, et vous comptez le nombre d'enfants vivants de ce côté de la rue. Et là, vous avez trouvé une corrélation entre les enfants qui sont vivants à l'arrivée, ou morts, et ce qu'ils ont fait. Alors vous remarquez que ceux qui ont traversé le feu, tiens c'est marrant, ils sont traversés au rouge, ils sont vivants, ah c'est marrant. Ceux qui ont gardé la main des parents en traversant le feu, ils sont aussi vivants. Et vous remarquez que tous ceux qui ont fait des cons, une dizaine de méthodes, ils sont morts. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous déduisez de l'observation des règles empiriques qui disent il vaut mieux traverser au feu. Ouais, mais vous rigolez, mais c'est comme ça que ça s'est passé au XXe siècle. Quand les voitures sont apparues dans les rues au début du XXe, j'ai découvert ça en lisant une littérature, en fait, il y avait des voitures qui s'appelaient n'importe où, il n'y avait pas de code de la route, et les enfants jouaient dans la rue, dans les villes, avec les bidonvilles, etc. Et donc, à un moment donné, on va mettre ça au carré, on va mettre des passages clippés, on va créer des règles, on va créer le code de la route, mais au départ, il n'y avait pas de règles. Alors, la méthode symbolique, ça consiste à dire à l'enfant, tu tiens la main de papa-maman, tu traverses au rouge, tu regardes à droite et à gauche, et tu traverses le 8, tu t'arrêtes pas au milieu. C'est des règles préétablies qui sont basées sur l'observation. Un véhicule, c'est pareil. Un véhicule, vous connaissez un véhicule autonome. Si vous voulez lui apprendre le code de la route, vous avez 2 méthodes. Vous lui dites, vous mettez une caméra sur tous les carrefours et toutes les routes, et vous observez la manière dont les gens conduisent. Et vous en utilisez le code de la route. Ou pas. Deuxième méthode, vous mettez le code de la route dans l'ordinateur directement sous forme de règles qui sont à gauche. Donc là, vous êtes dans le lien symbolique. Vous suivez le truc, hein? Bon, c'est un peu radical, mais ça permet de bien saisir la différence entre les deux. Et en fait, nous-mêmes, humainement, on passe notre temps à jongler entre les deux. Dans notre vie de tous les jours. Les biais cognitifs classiques. Vous rencontrez 3 personnes qui ont des caractéristiques communes, vous en déduisez que tous les gens qui ont cette caractéristique sont ou des cons ou je sais pas quoi. Mais ça va très vite, hein, sur les religions,
la couleur de la peau, tout un tas de paramètres sociétaux, et on passe notre temps à généraliser. Genre, on dit, tous les gens qui sortent de telle école sont des embrouilles. Alors les énarques, par exemple, on entend souvent parler des énarques, chez Jean-Michel Guillot, par exemple, s'il m'écoute, là. Alors, pour lui, tous les énarques sont des embrouilles. Voilà, donc pourquoi pas, mais on trouve des énarques qui sont très bien. Les polytechniciens, ils en pètent pas la gueule. Moi, je suis co-centralien, moi, je suis autodidacte, donc ça compte pas. On passe notre temps à créer des généralités, parce qu'on s'appuie sur un échantillonnage qui est souvent trop faible. Et on oublie d'avoir une discipline intellectuelle qui consiste à avoir une sorte de vision statistique du monde. Une vision statistique du monde ne doit jamais être binaire. On ne doit jamais dire tout le monde est comme ça. On doit juste dire qu'il y a une espèce de gaussienne qui est plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite selon le sujet, mais tout le monde n'est pas en nouille, tout le monde n'est pas ceci, tout le monde n'est pas cela. Il faut savoir voir le monde sous forme de gaussienne. Donc moi j'ai tendance à dire tout le monde est gaussien. C'est-à-dire qu'au sens où tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas gris. Il y a de toutes les couleurs, toutes les nuances de gris dans la vraie vie. Voilà. Alors, il s'avère que certains imaginent inventer un de ces jours une espèce d'IA mythique, dite AGI, IA générale, qui serait capable de tout faire de manière intégrée, comme l'homme. Vous avez Ray Kurzweil qui en parle beaucoup dans ses bouquins sur la singularité. Vous avez même Google qui a lancé un département qui essaie de faire ça, chez DeepMind en Angleterre. Vous avez même Microsoft qui a annoncé chercher à le faire. Microsoft, tout en ayant signé un contrat avec le Vatican récemment sur l'IA éthique, là, on peut se demander. Et en fait, ça c'est le Graal. Bon, ça risque de rester assez longtemps. Mais c'est un Graal qui est recherché par un certain nombre de gens sur le marché. Alors c'est ça qui fait peur. C'est ça qui a fait dire à Poutine que la société, le pays qui aura réussi à faire ça, il va contrôler le monde. Alors j'en suis revenu de cette histoire de l'AGI. J'en suis revenu en étudiant l'informatique quantique. Parce qu'en étudiant l'informatique quantique, je me suis coltiné une discipline que je ne connaissais pas il y a 2 ans, qui s'appelle les théories de la complexité, et qui permet de classifier les problèmes en fonction de leurs caractéristiques. Et j'ai découvert un truc, c'est que dans les théories de la complexité, il y a des classes de problèmes, plus ou moins sophistiquées, et il y a des classes de problèmes que les ordinateurs d'aujourd'hui ne savent pas résoudre, parce qu'ils sont trop compliqués, il y a trop de combinatoires, c'est très, très dur de résoudre. Et il existe des classes de problèmes que l'ordinateur quantique du futur sera capable de résoudre, qui vont au-delà de l'ordinateur d'aujourd'hui. Mais il existe encore des tonnes de classes de complexité que même les ordinateurs quantiques ne sont pas capables de résoudre. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait on est tranquille, parce qu'il y aura encore plein de trucs que l'ordinateur ne saura pas faire. Notamment prédire le futur, à la taux près, quoi. C'est trop compliqué. Donc ça devient des problèmes trop compliqués, les machines ne sauront pas le faire. Donc en fait il y aura toujours un peu d'indéterminisme dans le monde. Donc j'ai tendance à dire, ne nous inquiétons pas trop d'une espèce d'intelligence artificielle mythique qui saurait tout, qui verrait tout, qui prédirait tout, qui dirigerait nos vies. Non, arrêtons. Soyons libres comme dans les héros de la science-fiction et ne pensons pas que les machines vont nous gouverner comme ça. Alors je vais revenir à la technique un peu, après ces envolées lyriques. Revenir au machine learning pour recasser aussi quelques erreurs de conception assez courantes dans la terminologie qui est utilisée pour les non-spécialistes. Ceux qui connaissent bien, ils vont s'embêter, ou ils vérifieront que je dis des bêtises ou pas. Dans le machine learning, qu'on soit d'ailleurs dans le cadre du deep learning, des réseaux neuronaux ou pas, il y a des variantes qui sont liées à ce qu'on appelle les techniques d'apprentissage. Alors, il y a un premier cluster de solutions qu'on appelle des solutions basées sur de l'apprentissage supervisé. Alors, en général, ça sert soit à faire des prévisions sur des valeurs, typiquement des valeurs chiffrées, on appelle ça des régressions, soit à faire de la classification, qui consiste à prendre un objet, qui peut être un mot, une image, et à lui donner un label. Alors, le truc le plus simple à comprendre, c'est un label sur une image. Donc une image, un chat, un bateau, un avion, ou telle personne. Donc ça, c'est un travail de labellisation, et qu'on appelle un travail de classification. Parce que quand on entraîne un réseau de neurones, en fait, à un système à reconnaître des objets, chaque objet, c'est considéré comme une classe d'objets, et trouver l'appartenance d'une image à une classe d'objets, c'est une tâche de classification. Mais comment ça marche, ça? Ça marche parce qu'on alimente le système avec plein d'objets, où on a l'objet lui-même et son label. L'ordinateur n'invente pas un label qu'il ne connaît pas. Il n'invente pas un nom de chat. Le chat est un concept humain, C-H-A-T, qui ne veut rien dire, on sait qu'à tête avec le bleu, mais ce truc-là, c'est d'origine humaine. Donc tout ça nécessite une alimentation en données. Alors la régression, c'est un peu la même chose, mais pour prédire une valeur numérique. Genre, vous avez la consommation d'énergie de Brest sur 10 ans d'histoire, en fonction de la température ambiante et d'autres paramètres divers et variés.
chose utilisable pour les énergéticiens comme EDF, ou ERDF et Mélis, eh bien, la régression, ça consiste à prédire une valeur numérique future en fonction des valeurs du passé. Alors j'ai une manière de décrire ça, qui est un peu imagée, comme ce que j'utilise pour les enfants, là, c'est que le machine learning basé sur de l'apprentissage supervisé, c'est l'équivalent conceptuel d'un rétroviseur dans une voiture qui a la taille du pare-brise. Et en conduisant de nuit d'ailleurs. Et en général avec une focale un peu étroite qui fait qu'on voit juste un petit bout de l'arrière. Ah oui, c'est un peu ça la métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous l'alimentez avec des données du passé qui sont en général incomplètes, qui contiennent des biais liés à des choses insatisfaisantes dans le passé, bah en fait, vous voyez qu'un petit bout du passé et vous en servez pour prédire le futur. Donc le futur de la route qui est devant vous, c'est le passé en fait. Bon, le manque de bol, des fois il y a des platanes devant vous. Bah, si vous ne voyez pas le platane, parce que vous regardez que les données du passé, vous allez vous planter. Tout ça parce que, pour une raison simple, qui est empirique, c'est que les données du passé ne représentent pas l'intégralité du futur. Sinon, on aurait une vie qui est entièrement répétitive. Genre, vous connaissez toutes les prévisions des analystes et des prospectologues de fin 2019 sur 2020, personne n'a prévu le coronavirus. Évidemment, c'est un signe noir. C'est un truc qui arrive tous les 10 ans, on ne sait pas quand il arrive, personne n'a prévu. Sauf peut-être les catastrophistes qui disent peut-être cette année il y aura une catastrophe de tel et tel type. Les mêmes qui proposent prédisent qu'il y aura des volcans, des catastrophes naturelles et autres. Donc cette notion de données du passé est fondamentale. Elle est limitée et elle génère ce qu'on appelle les biais des données et des problèmes associés. Après, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Alors vu de loin, c'est magique. Ah, enfin, la machine va pouvoir trouver toute seule qu'un chat est un chat, sans qu'on lui dise qu'un chat est un chat. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. L'apprentissage supervisé n'est pas le contraire de l'apprentissage supervisé. C'est important, hein, conceptuellement, parce que la terminologie est trompeuse. Ça a l'air d'être le contraire de ça. Mais non, pas du tout. L'apprentissage non supervisé n'a rien à voir. Il consiste à identifier des classes d'objets différentes par l'analyse des données. Donc, dans un système à 2 dimensions, on voit des nuages de points ici. Bah, là, le truc est capable de dire, bah, tiens, il y a 3 nuages de points. Ça correspond à 3 peut-être types d'objets différents. Mais à charge pour l'humain de leur donner un nom. Débrouille-toi. Alors, exemple, c'est, en fait, ça sert à détecter n'importe quelle bizarrerie. Et c'est utilisé notamment dans les systèmes de détection de virus automatiques. Un système de détection de virus, comment il va fonctionner? Il va connaître, par l'apprentissage supervisé, ici, il va être capable de classifier des comportements de logiciels et de déterminer ceux qui sont des virus. Le seul problème, c'est que dans certains cas, il y a des virus nouveaux qui apparaissent. Et les virus nouveaux qui apparaissent, ils vont avoir des patterns, ils vont avoir des comportements différents des virus existants. Donc ils vont se trouver dans des zones différentes, dans des systèmes multidimensionnels avec des nuages de points. Et donc le rôle de l'apprentissage non supervisé, ça va être de détecter de nouvelles classes d'objets qui ne sont pas labellisées. Alors très souvent d'ailleurs, le non supervisé est complémentaire du supervisé. Il rajoute des classes nouvelles à des classes qui étaient déjà connues. Après, dans le non supervisé, il y a toute une partie des mathématiques importantes qui consiste à réduire les dimensions. Je vais reprendre l'analogie qui est utilisée dans les bases de données clients. Par exemple, vous avez une base de données clients et vous voulez segmenter votre marché. On va dire, voilà, j'ai des segments différents, des gens qui achètent beaucoup, des gens qui achètent moins, des gens qui se réabonnent, qui ne se réabonnent pas. Et le problème, c'est que votre base de données clients, elle contient peut-être des dizaines de colonnes, mais avec des champs qui ne sont pas pertinents par rapport à la recherche que vous voulez faire des paramètres qui déterminent le fait que le client se réabonne, par exemple. Et donc, le travail mathématique de la réduction des dimensions, il consiste à trouver ceux des paramètres de votre base de données clients qui ont une corrélation avec le fait que le client ne se réabonne pas. Et donc c'est un travail de nettoyage de la base qui consiste à, de manière mathématique plus ou moins automatique, à élaguer des paramètres qui servent à rien et ne garder que ceux qui sont pertinents. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est intéressant tout simplement parce qu'en enlevant les paramètres qui servent à rien, on enlève le bruit, on améliore la précision du système et on réduit en plus la quantité de calcul à réaliser pour faire des prévisions. Donc ça sert à ça principalement. Alors après, on part dans un troisième domaine qui est l'apprentissage par renforcement, qui apparaît magique, et c'est ce que beaucoup de gens essaient de faire aujourd'hui, qui consiste à faire apprendre à une machine à reconnaître par exemple des objets, mais en le faisant au fil de l'eau par de l'apprentissage, en interagissant avec son environnement. Alors par exemple, ça c'est très utilisé dans le monde des chatbots, dans le monde de la robotique. Il y a des robots aujourd'hui qui sont capables de faire de l'apprentissage par renforcement pour apprendre à prendre une pièce, prendre un téléphone. On lui dit, bah, t'as une pince, débrouille-toi. Alors il commence par faire comme ça, il teste, et ça ne tient pas plus ou moins. Puis petit à petit, il apprend à affiner ses gestes. Pourquoi? Parce qu'il a une interface avec le monde extérieur. C'est exactement comme l'enfant qui apprend à marcher. L'enfant qui apprend à marcher, tout seul, à 1 an, il fait de l'apprentissage par renforcement. Et il forme
son cervelet, qui est un bout du cerveau qui est spécialisé là-dedans. Il y a des variantes et des sous-variantes, il y a l'apprentissage dit auto-supervisé, semi-supervisé. C'est compliqué le machine learning, hein, c'est pas un truc qu'on apprend 5 minutes. Alors, avec quels outils développe-t-on des solutions de machine learning? Il y a une palanquée d'outils qui est absolument dingue. Rien pour faire du machine learning de base avec des outils mathématiques classiques, des outils de segmentation, pas forcément pour travailler sur des images, pour travailler sur des données structurées. Et en fait, j'ai essayé de segmenter ça il y a quelques temps. Il y a des outils qui sont vraiment faits pour les développeurs, à gauche. C'est des outils de dev classiques, hein, et qui permettent de manipuler des bibliothèques de fonctions, et qui permettent soi-même de segmenter des données, de les analyser, de les représenter graphiquement. Mais ça, c'est pour les développeurs. Ce qui est apparu il y a environ 5-6 ans, et ça s'est beaucoup développé il y a 3-4 ans, ce sont des outils qui, au lieu d'être destinés aux développeurs, sont destinés aux data scientists, aux data engineers. Donc des gens dont la spécialité est la manipulation des données, qui sont amenés à programmer beaucoup moins que les développeurs, parfois même à programmer, à faire aucun code, même si c'est rare que ça existe, ça. Et donc il y a tout un tas d'outils qui sont ici. Et alors la caractéristique des outils qui sont dans la troisième colonne ici, ce sont des outils qui sont capables de tester toutes les méthodes mathématiques de segmentation qui existent dans le machine learning, de les évaluer toutes les unes par rapport aux autres et d'essayer de trouver automatiquement laquelle est la meilleure. Donc ça simplifie le travail de choix des méthodes de segmentation, parce que je ne vous ai pas décrit les différentes méthodes qui existaient dans le machine learning, il y en a plein. Et donc, on est dans cette troisième colonne. Et puis la dernière colonne, qui est un petit peu un trompe-l'œil, ce sont les outils qui sont entièrement automatisés, qui sont destinés à des utilisateurs lambda. Je parle d'un comptable, un marketeur, un financier, mais qui n'est pas du tout spécialiste de la data. Alors il y a un peu de trompe-l'œil dans l'histoire, parce qu'il est rare qu'on puisse faire de la segmentation automatique de données vraiment automatique. Ce qui se passe, c'est que les gens qui proposent ce genre de solutions sont des gens qui ont packagé des solutions qui correspondent à des métiers existants qui sont relativement stables. Ils nous dit, voilà, il y a le module pour faire ça, le module pour faire ça, le module pour faire ça. Il est déclenché automatiquement. Segmentation géographique pour la performance des ventes de commerciaux itinérants. Bon, bah, ça peut être le même problème partout. Donc on peut créer des solutions qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, en tout cas, le sens de l'histoire, c'est une forme de démocratisation des outils. C'est pas nouveau, hein. On a connu ça avec la programmation générale, on a connu ça avec la bureautique. L'histoire de l'informatique, c'est une histoire qui consiste à démocratiser des outils, parfois compliqués, mais auprès d'un public de plus en plus large. Comme la PAO. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui savent pas ce que c'est que la PAO, mais publication assistée par ordinateur. Donc la PAO, quand c'est arrivé, ça remplaçait le métier de la photocomposition et de l'impression. Et n'importe qui faisait du publisher ou du pagemaker, c'est du grand n'importe quoi en style souvent, mais c'était mis dans les mains des gens. Bon, voilà. Alors maintenant, on va passer au réseau de neurones, et notamment au deep learning. Le deep learning, c'est un ensemble de techniques extrêmement sophistiquées qui consiste justement à segmenter des objets, plutôt à trouver des classes d'objets, par exemple pour reconnaître des images. Et c'est basé sur le fait qu'on a beaucoup de dimensions à gérer. Et donc ça s'appuie sur une sorte de biomimétisme qui consiste à dire comment on regarde comment marche le cerveau. Dans les années 60, vers 62, on a découvert comment le cerveau d'un chat fonctionnait pour reconnaître l'image d'un objet. Et on s'est rendu compte que le cerveau des chats, eh bien, il avait plusieurs couches de neurones dans le cortex visuel qui étaient capables de décomposer une image avec des éléments à bas niveau, des pixels, des bouts de pixels, des transitions de couleurs, de contraste. Et petit à petit, sur 5 couches environ, le cerveau était capable de monter en niveau d'abstraction et à la fin de reconnaître un objet. Alors dans le cas du chat, c'est des objets qui correspondent à sa vie, et pour nous, c'est une table, un ordinateur, un téléphone, un visage, une personne, un homme, une femme. Et donc notre cerveau humain est construit à peu près comme celui des chats, avec de l'ordre de 5 couches de neurones qui sont empilées les unes sur les autres, et qui savent gérer des niveaux d'abstraction qui sont différents. Et ça a donné lieu à la création d'un réseau de neurones très important, convolutif ou convolutionnel, si on traduit bien ou pas l'anglais, qui a été notamment, qui a bénéficié notamment de la contribution importante d'un certain Yann Lequin, dont vous connaissez sûrement le nom, puisqu'il bosse chez Facebook aujourd'hui, et c'est probablement le français IA le plus connu dans le monde aujourd'hui. Et breton, pareil. Alors, Lequin, c'est L-E-C-U-N en anglais, et L-E blanc, C-U-N en français. J'ai découvert récemment, je ne sais plus qui m'a fait la remarque. Il a été obligé d'enlever le blanc pour qu'aux États-Unis, ça ne pose pas de problème. Et donc, les réseaux convolutionnels, c'est ces fameuses 5 couches qui sont mises à la queue leu pour être capable de réaliser des objets. Et juste avant, je n'ai pas expliqué, il y a ce qu'on appelle les réseaux fully connected, c'est des réseaux où il y a plein de couches connectées avec tous les neurones connectés les uns aux autres. Ça sert à faire de la classification, mais brute de fonderie.
où ça sert, par exemple, à prédire des valeurs numériques. Je sais que c'est utilisé, par exemple, pour prédire le prix d'un appartement. Vous mettez tous les paramètres d'un appartement en entrée, et en sortie, ça vous donne le prix. Mais avec une base d'entraînement, avec des milliers d'appartements, évidemment, pour modifier les poids des neurones. Vous avez un troisième type de neurones, un troisième type de réseau de neurones qui est très important, qui sont les réseaux dits récurrents. Eux, ils servent à faire des prédictions, ou la classification sur des données qui sont récurrentes. Alors, un cas classique, c'est un électrocardiogramme. Donc, si vous avez un cœur à peu près normal, c'est un signal récurrent. Sauf si vous avez de l'arythmie. Bon. Alors, s'il y a de l'arythmie, on est obligé d'utiliser d'autres méthodes. Il y a des signaux récurrents dans la finance, il y a des signaux récurrents dans la consommation d'énergie entre le jour et la nuit. Donc ça nécessite d'avoir des réseaux un peu spécialisés. Après, il y a un quatrième type de réseau, qui sont les réseaux à mémoire. J'ai jamais compris comment ça marchait vraiment dans le détail. C'est très bien expliqué dans la littérature scientifique. Ce sont des réseaux qui sont capables, notamment dans le domaine du traitement du langage, de tenir compte en fait, du passé et du futur d'un objet. Donc on sait pertinemment, par exemple, que quand on veut traduire une langue dans une autre langue, on ne fait pas du mot à mot, on essaie de mettre le mot dans son contexte. Donc il y a plein de faux amis, on passe de l'anglais au français ou dans l'autre sens. Et donc la traduction nécessite d'avoir ces données de contexte. Et donc les réseaux à mémoire, ils servent à ça. Ils servent à tenir compte du contexte d'une information en fonction de ce qu'il y a avant et après dans une base d'entraînement. Donc quand un mot apparaît, en fait, la réponse à la question qui est posée pour faire la traduction viendra d'une base d'entraînement qui est basée avec plein d'avant, plein d'après, et on saura comme ça s'y retrouver. Donc c'est ça un réseau à mémoire, pour faire simple. Il y a un autre type de réseau, un cinquième, qui est très très important, qui permet de répondre à une question fondamentale pour les mathématiciens et les informaticiens. C'est bien gentil d'entraîner un réseau de neurones à reconnaître des images, mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher en temps machine. On verra tout à l'heure, on utilise des processeurs spécialisés qui sont très lourds. Mais comment fait-on quand tout d'un coup on a un nouvel objet qui arrive et qu'il faut rajouter à la base d'entraînement? On est obligé de tout réentraîner le système? Heureusement non. Il existe une technique qu'on appelle les réseaux de transfert, qui permet de réentraîner un réseau de neurones à partir d'un réseau de neurones existant pour ajouter de nouvelles classes d'objets. Il y a plein de techniques et de sous-techniques existantes pour le faire. Et puis, dernier sujet qui est passionnant, c'est ce qu'on appelle les réseaux génératifs. Souvent, on ramène ça à la catégorie des GAN, Generative Adversarial Network. C'est des réseaux qui sont capables de générer du contenu. Ils ne servent plus à la prédiction et à la classification, ils génèrent carrément du contenu, alors non pas ex nihilo, ils gèrent le contenu à partir de contenu existant. Alors par exemple, vous avez ces images-là qui sont très connues, c'est des photos de stars d'Hollywood qui n'existent pas. C'est des composites en fait, c'est des images composites. On a alimenté un réseau de neurones avec une base de connaissances comptant des milliers et des milliers d'images d'acteurs, et on leur dit, génère-moi une jolie blonde ou un joli brun, et il va mélanger tout ça, il va générer, en bidouillant les paramètres, des personnages différents, dont on bidouille un peu les paramètres. Et il y a des techniques très connues, très éprouvées pour faire ce genre de choses. Ça, résumé, ça. Si vous voulez être spécialiste de deep learning, il faut lire plein de bouquins, de centaines de pages pour voir les techniques utilisées, les variantes et sous-variantes qui n'arrêtent pas d'évoluer tous les jours. C'est un domaine qui n'est pas très stable. Alors je vais revenir sur les réseaux de neurones convolutifs. Vous avez envie de savoir comment ça marche? Qui s'en fait le coquillard? Il y en a quand même. Alors je réponds à la question pour ceux que ça intéresse quand même. Non, il y a vraiment un côté magique. Il y a un côté magique dans le fonctionnement des réseaux convolutifs. C'est vraiment passionnant de voir comment ça marche. Le principe de base, et vous allez voir si vous me comptez, parce que moi j'ai mis 4 mois à comprendre comment ça marchait il y a 3 ans. Le principe de base, c'est qu'en fait on a une image, voilà, des bateaux là, sur la mer, et on utilise toutes ces couches-là pour voir s'il y a un bateau. Alors là, ils ont pris un exemple très simple, c'est un chien, un chat, un bateau, un oiseau. Bon, ok, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Le principe de base, c'est qu'on utilise des filtres, qui sont les petits carrés qui sont là, qui sont des pixels, qu'on compare, c'est des matrices de pixels, on les compare avec l'image, on fait en fait une multiplication, et on scanne l'image en passant le filtre comme ça, on passe ça au travers de l'image, et on compare le filtre avec l'image, et on en déduit une nouvelle image, qui est ce qu'ils appellent une feature map, les Américains. Donc une feature map, c'est la cartographie de l'apparition d'un filtre dans une image. Ça va là, jusqu'à maintenant? Ça se complique après. Donc, une fois qu'on a fait ça, on l'a fait sur un filtre. Mais comme on veut comprendre ce qu'il y a dans l'image, on le fait sur plusieurs filtres différents. Et en général, c'est souvent une puissance de 2, 64 par exemple, ou 32. On fait ça sur un certain nombre de filtres, et on en déduit la présence des filtres. C'est souvent des diagonales, des croix, des machins comme ça, des formes de bas niveau. Et on en déduit la présence du filtre dans l'image, et ça génère une nouvelle image. Et cette image qui est créée, qu'on appelle la feature map ici,
on a fait traverser une couche de pooling qui divise par 2 la résolution, parce que tout ça coûte cher en calcul, on essaie d'aller plus vite. Et cette image résultante, on rapplique dessus un relu. C'est un peu relou comme truc, mais bon, c'est du relou. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend que les valeurs positives pour simplifier et améliorer les contrastes de l'image qui a été générée. Et ce machin, on le repasse une deuxième fois dans un truc équivalent, avec d'autres filtres. On le refait 3 ou 4 fois. Et à la fin, on obtient un énorme paquet de petites matrices de présence du filtre de la couche précédente dans l'image. Et ce truc-là, qui est en gros une espèce de cartographie de formes macro qui sont dans l'image, il y en a des milliers, eh bien on en fait la correspondance bien à 2 couches de moment ici, avec des labels d'objets. Ou pas. Enfin, on comprend ou pas, quoi. Et donc, moi quand j'ai vu ça, je dis, ok, d'accord. Et comment on entraîne ce machin-là? Parce que pour faire marcher ça, comment on l'entraîne? Il faut qu'on modifie tous les poids des neurones qui sont ici, ici et ici, pour faire la correspondance entre les images macro là et les labels qui sont là. Mais il y a une question qui se pose, c'est les filtres qui sont là, les pixels qui sont là, les filtres qui sont ici et dans toutes les couches, mais ils viennent d'où? Alors il y a plein de bouquins où ils disent pas tout ça. Ils disent des bouquins pour comprendre. Alors en fait, les filtres, eh bien, soit ils ont été prédéfinis parce qu'on sait déjà comment on fait des filtres, donc on a des espèces de templates de filtres, on les met déjà dans la base, soit en fait on fait ce qu'on appelle de l'entraînement du réseau de neurones avec de la rétropropagation des gradients. C'est très bien dans les cocktails à retenir. En anglais, c'est backprop, souvent, ici on appelle ça la backprop. Donc en fait, on prend plein d'images, on met ça dans la base et on demande à la machine de calculer les poids, de mesurer l'erreur qui est à la sortie en fonction des poids qui sont là. Et on rétropropage en partant de l'arrivée les erreurs au travers des neurones qui sont là, puis au travers des fils qui sont là, puis qui sont là, puis qui sont là. Et à la fin, on arrive à stabiliser plus ou moins rapidement un réseau de neurones pour qu'il soit capable de reconnaître des images. C'est la version rapide que je vous fais là, parce que ça prend plus de temps à comprendre. Il y a 4-5 pages dans mon bouquin, vous pouvez lire à tête reposée. Mais ça vous a donné une idée de à quoi ça ressemble. Et ça, c'est un filtre de la première couche qui est passé par la diminution de résolution et par la revue qui améliore les contrastes. Donc ça ressemble à ça. Et là, on voit que c'est un filtre qui récupère plutôt les verticales. Les feature maps de la dernière couche, c'est une espèce de macro-objet qui ressemble à rien, qui permettent d'identifier des macro-formes qui sont dans l'image. Et il faut savoir que les bases de données d'images qui alimentent Facebook ou Google, pour reconnaître des choses, elles sont alimentées avec des centaines de millions, si ce n'est pas des milliards d'images différentes, et avec des milliers de filtres pour que ce soit capable de reconnaître beaucoup d'objets différents. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais ça ne marche pas parfaitement. Ça ne marche pas parfaitement parce que ce sont des systèmes qui sont probabilistes. Une IA à base de deep learning, elle reconnaît une image, mais elle ne vous dit pas, c'est sûr que c'est un chat. Elle vous dit, je pense qu'il y a 95% de chances que ce soit un chat. Alors si c'est 5% autre chose, tant pis pour toi. Donc il y a ce qu'on appelle un taux d'erreur. C'est probabiliste. Donc il faut en tenir compte de ça. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte du fait que les IA sont probabilistes. Elles n'ont pas la science infuse. Pourquoi? Parce que les données qui l'alimentent sont ce fameux rétroviseur sur le passé qui n'est pas complet. Ils n'ont pas une compréhension de ce qu'il y a dedans vraiment au niveau logique. Donc en fait, ils peuvent se tromper. D'ailleurs l'homme se trompe aussi. De loin, on se trompe sur les formes des objets, on a des ambiguïtés. Parfois, vous avez ce qu'on appelle les look-alike. Ça vous est jamais arrivé d'entendre quelqu'un dire ah bonjour, et en fait c'est pas la même personne. Alors si c'est une femme pour un homme, ça fait des ordres, mais bon, ça arrive, parce que notre cerveau est trompé à longue distance, parce qu'il s'est trompé, il y a une erreur de classification. Donc nous-mêmes, nous faisons des erreurs. Alors le paradoxe, c'est que nous-mêmes, on ne va jamais tolérer des erreurs des machines. Et j'ai découvert ça dans la santé. Donc par exemple, si on dit qu'un système de radiologie génère un taux d'erreur de 3% pour une machine, on va dire ah 3% c'est un scandale, on va créer un comité d'éthique et tout et tout. Et après quand on regarde le taux d'erreur des radiologues, il est de 22%. Moi je donne un chiffre au hasard, c'est pas 22%, mais il est plus élevé. Et là on dit ah bah ouais c'est normal, c'est des humains. Bon, donc en fait, on est plus exigeant vis-à-vis des machines qu'on ne l'est vis-à-vis des humains. On va tolérer une erreur humaine parce que l'humain est humain, donc il va peut-être y avoir d'autres paramètres qui vont l'aider à comprendre ce qui se passe chez les impatients. Et donc, on va tolérer cette erreur-là. Pareil pour les véhicules autonomes. On va tolérer des véhicules autonomes dans la rue le jour où on a 1000 fois moins d'accidents que sur des conducteurs humains. J'exagère, mais c'est un peu ça, dans l'idée. On va être beaucoup plus prudent vis-à-vis de la machine. Alors, il y a d'autres caractéristiques dans les limites du deep learning, c'est qu'il y a ce fameux syndrome de la boîte noire. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le filtre là, c'est que quand vous avez des filtres dans tous les sens, et qu'à la fois ça vous dit c'est un chat, il vous dit mais explique-moi pourquoi c'est un chat, il te dit ouais il y a des filtres avec des ratios, des trucs, mais on ne comprend pas comment ça marche vraiment dans le détail.
Donc d'où le fait que plein de gens essayent d'expliquer comment ça marche. Et d'ailleurs, plus ils veulent expliquer, plus c'est compliqué, et plus ils essaient d'expliquer, plus ça redevient de l'IA symbolique qui essaie de manipuler des symboles intermédiaires pour déterminer ce qu'il y a vraiment dans l'image. C'est assez lent hein, au niveau de l'apprentissage. Par contre, une fois qu'on a entraîné un réseau de neurones, c'est plutôt assez rapide à exécuter. Démonstration. Quand vous demandez à Google de s'entraîner pour reconnaître des milliers d'objets différents dans des images, on est obligé d'utiliser des batteries de milliers de serveurs pour faire l'entraînement. C'est très très lent. Par contre, ça marche dans votre téléphone, qui a un processeur qui consomme entre 1 et 3 watts. Donc c'est bizarre, on a 1000 serveurs d'un côté, des milliers de serveurs, de l'autre côté, vous avez un machin qui consomme 3 watts. Bah, tout simplement parce que l'exécution d'un réseau de neurones déjà entraîné, bah, c'est juste traverser les neurones dans le sens de gauche vers la droite, alors que entraîner un réseau de neurones, c'est aller dans l'autre sens et corriger des erreurs pour chaque image de la base d'entraînement. Et si vous avez des centaines de millions d'images dans la base d'entraînement, bah, vous avez des centaines de millions de fois de calcul de plus le nombre de paramètres qu'il faut modifier. Donc c'est plusieurs ordres de grandeur, plusieurs même, c'est de plus que 10 puissance 12 ordres de grandeur de plus que juste exécuter un réseau de neurones déjà entraîné. Donc c'est beaucoup plus de calcul du côté entraînement que du côté exécution. Et d'ailleurs maintenant il y a des processeurs spécialisés côté entraînement et côté exécution. Parce qu'on ne s'applique pas les mêmes contraintes dans les deux cas de figure. D'où les processeurs spécialisés ici. Pas d'intelligence symbolique, il vous dit que c'est un chat, mais il ne vous explique pas pourquoi, c'est l'histoire du cerveau de la boîte noire. Alors l'optimisation empirique, ça c'est vraiment incroyable. Quand vous regardez l'évolution de l'état de l'art des réseaux de neurones, ça change tout le temps, tous les ans, les chercheurs inventent de nouveaux réseaux de neurones. Et alors, c'est du rouler sous les aisselles, comme on dit en IA. Hein. C'est des réseaux de neurones bricolés, on rajoute un machin, on rajoute un bidule pour essayer de corriger un problème, mais c'est très bricolé en fait. Il y a de la théorie derrière, il y a de la théorie, mais c'est quand même très bricolé, très empirique, et régulièrement on essaie d'améliorer la technique. Bon, alors les travaux, sur quoi ils portent aujourd'hui? Ils portent sur l'explicabilité de l'IA, Henrik en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ils portent sur l'apprentissage avec des quantités de données d'apprentissage qui soient aussi réduites que possible. C'est pas évident, il y a des gens qui y travaillent. Et ils portent aussi sur l'usage des réseaux de neurones pour faire du symbolique. C'est-à-dire essayer d'utiliser des réseaux de neurones pour faire du raisonnement. On appelle ça le neural symbolique engine. Il y a des gens qui essaient de travailler là-dessus. Ils n'y arrivent pas pour l'instant. Mais il y en a qui essayent. Lui, il se dit c'est un cerveau, c'est des neurones. Notre cerveau, c'est des neurones. Donc ça veut dire que théoriquement, on devrait y arriver. Entre la théorie et la pratique, pour l'instant, il y a encore un grand écart. Alors, le gros sujet qui excite tout le monde aujourd'hui sur l'IA, c'est les données d'apprentissage. Le fameux rétroviseur. Parce que le rétroviseur, c'est l'analyse des données du passé. Alors, d'où viennent les données quand on est une entreprise? Vous êtes dans la banque, dans la distribution, dans l'agriculture, dans la défense, dans n'importe quel domaine. Là, les données, elles viennent soit d'interne, soit d'externe. Après, avec ça, j'ai tout trouvé. Donc, interne, c'est vos données métiers. C'est ce qui sort de vos machines, c'est ce qui sort de vos capteurs, c'est ce qui sort de vos collaborateurs, c'est ce que vous captez quelque part. Alors parfois, la captation est gratuite, elle est courante, vous stockez des données, vous avez des logs de serveurs, des logs d'activité. Dans les objets connectés, ça en génère plein, des données comme ça. Et puis les données externes, c'est des données qui vont venir d'open data, par exemple, des gouvernements, de l'open data dans Internet, dans les réseaux sociaux, qui est plus ou moins open d'ailleurs. Vous avez aussi des bases de référence qui sont proposées par les universités américaines. Alors il y en a 3 connues ici. ImagiNet, c'est la base qui contient 14 millions d'images, enfin peut-être pas aujourd'hui, avec un peu plus maintenant, mais 14 millions d'images qui permettent d'entraîner un réseau de neurones à reconnaître des images. Donc si vous êtes un chercheur en IA de reco d'images, vous avez souvent utilisé cette base-là comme base de départ parce que vous allez pouvoir faire des benchmarks comparatifs avec d'autres systèmes. Donc autant utiliser la même base de référence pour faire des benchmarks. LISP, c'est, si je m'abuse, une base de reconnaissance d'écriture manuscrite, et WordNet, c'est des bases de mots et de phrases. Plutôt en anglais, je crois. Alors évidemment, pour que ça marche bien, il faut que les données que vous utilisiez, elles soient de bonne qualité. Et comme si vous faisiez du marketing avec une base de données marketing. Il faut avoir des données de qualité, bien labellisées, parce que si vous reconnaissez des chats, il faut qu'il y ait le nom du chat à côté du chat. Donc il faut des images et des labels quand c'est des images. Si c'est une base de traduction, il faut que la traduction soit correcte, pas que ce soit une mauvaise traduction. Donc il y a beaucoup de travail qualitatif pour créer les bases de données qui vont alimenter les systèmes de réseau de neurones pour que ça marche bien. C'est vraiment fondamental. Alors d'où viennent-elles ces données? Je disais interne-externe. On a souvent tendance à dire que c'est les GAFA qui ont tout. Vous avez sûrement vu ça, non?
Les GAFA ont toutes les données, donc vous êtes tous morts. Vous avez entendu 40 fois ça. Bah, en fait, si on est raisonnable, c'est pas vrai. Oui, les GAFA ont des données sur nous en tant que consommateurs. Google sait ce que vous cherchez, Facebook, il sait qui vous aimez, avec qui vous discutez, Twitter, il sait quels médias vous suivez, Apple, c'est moins de choses que ça, il sait quelles applis vous utilisez si vous êtes sur iOS, Amazon, c'est ce que vous achetez, et éventuellement les vidéos que vous regardez si vous utilisez leur système de vidéo à la demande. Chacun a un petit bout de votre vie. Alors si on agglomère, si on agrège des données de tout ce que ces gens-là savent sur votre vie personnelle, ça fait beaucoup. Mais ça n'est que votre vie perso. Par contre, pour l'instant, ils ne savent pas encore quelle maladie vous avez, même s'ils peuvent parfois le déduire de votre comportement. Ils ne savent pas ce que vous achetez, ils ne savent pas où vous allez, forcément. Alors si Google sait où vous allez, parce qu'avec le GPS ou Google Maps dans votre téléphone, ils savent pas. Donc si vous voulez éviter les GAFA, vous prenez un téléphone avec un Linux complètement open source, vous n'utilisez pas du tout Google Maps ou Waze, vous évitez d'aller sur le moteur de recherche de Google, vous allez sur Quant éventuellement. Qu'est-ce qu'on peut éviter? Vous achetez rien sur Amazon, vous achetez que sur Cdiscount, Fnac, et à partir de là, les GAFA sont peu de choses sur vous. Bon. Après, il y a d'autres leaders du numérique qui savent beaucoup. Il y a Salesforce qui a toutes vos bases de données clients. Il y a IBM qui ne sait pas grand-chose. Il y a Airbnb qui sait où vous allez en vacances. Vous avez Uber qui sait où vous baladez si vous êtes un cadre. Et Netflix qui connaît vos goûts télévisuels. Bon, ok. Enfin, en tout cas, par rapport à ce qu'on voit sur Netflix. Mais tous les acteurs locaux qui sont là, j'en ai mis quelques-uns classiques, hein, les retailers, les banques et tout, ils ont plein d'infos sur vous. Les banques savent plein de choses sur vous. Alors, ils n'utilisent pas trop parce qu'ils n'ont pas le droit, mais l'assurance maladie, c'est énormément de choses sur vous aussi. Donc, elle a votre parcours santé, comme on dit. Donc, en fait, il y a beaucoup de données métiers qui sont dans les entreprises. Parfois, il y a des données métiers qui sont aussi dans les entreprises, dans des métiers fragmentés. Un expert comptable tout seul, il ne va pas avoir une grosse base de données comptable. Par contre, tous les experts comptables unifiés, via les chambres d'expertise, ont potentiellement une capacité à utiliser des données éventuellement anonymisées, permettant d'avoir des données d'entraînement de systèmes de machine learning pour identifier des fraudes ou des erreurs qu'on veut auditer des comptes, pour les commissaires aux comptes par exemple. Donc il y a des questions qui se posent de mutualisation des données pour entraîner des systèmes à base d'IA qui pourraient être corrects. Ça peut être intéressant d'utiliser des données. Alors la labellisation, c'est un gros sujet. Comment on labellise des chats? Ou autre chose. Alors les chats, c'est pas intéressant, c'est juste l'exemple qu'on a tout le temps. Comment ça marche? Alors, il y a une première solution, c'est utiliser des esclaves. Enfin, des hommes, quoi, des humains. Vous avez un système qui s'appelle Amazon Turk, Mechanical Turk, donc c'est un système de mise en relation avec des gens dans des pays à faible pouvoir d'achat, qui sont payés à 1 ou 2 euros de l'heure, et qui vont mettre des noms sur des images, sur des choses communes. Alors si vous êtes dans un métier particulier, on peut utiliser des gens compétents dans votre métier. Des pièces détachées automobiles, je ne sais pas, là, la labellisation va être plus compliquée. Il y a d'autres startups que j'ai mis ici, qui essaient de faire ça. Alors vous avez des CAPTCHA aussi, hein. Vous savez, les CAPTCHA qui vous fait taguer les feux rouges. Alors j'ai pas compris pourquoi les CAPTCHA avaient cette obsession des feux rouges, parce que je pense que maintenant ils devraient savoir reconnaître les feux rouges, il faudrait qu'ils passent à autre chose, mais bon, les passages coupés les feux rouges, ça a l'air d'obséder les systèmes des CAPTCHA. Mais vous avez des boîtes comme les deux qui sont là, sont des boîtes qui ont inventé des applications mobiles de labellisation d'images, mais qui sont structurées sous forme de serious gaming pour les gens. Donc en gros, c'est une application pour les joueurs occasionnels, et puis s'ils ont labellisé un certain nombre d'images, ils vont avoir un petit reward à la fin qui vaut rien. Donc on paye les gens avec des cacahuètes qui valent rien, au lieu de les payer 2 $ de l'heure. Deuxième solution, c'est d'automatiser une partie du processus. Donc nettoyer les données de manière automatique, identifier des corrélations entre des données, faire de l'apprentissage semi-supervisé. Bon, c'est une deuxième méthode qui existe. Troisième méthode, qui est très intéressante, qui est proposée par quelques startups dans le monde, qui consiste en fait à générer des données d'entraînement synthétiques. C'est bizarre, hein, synthétique. Hein. Alors qu'est-ce que c'est une donnée synthétique? C'est un jeu de données qui s'appuie sur des bases de données d'objets existants. Alors ça, c'est particulièrement intéressant pour la reconnaissance d'objets manufacturés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la grande majorité des objets manufacturés ont été conçus en CAO. Avec par exemple Katia de Dassault Systèmes ou SolidWorks ou Autodesk, toutes les solutions du marché de CAO mécanique. Et donc, comme on a une représentation en 3D des objets, dans les logiciels de conception, pourquoi on ne générerait pas les photos des objets pour entraîner la zone neuronale avec les logiciels de CAO? Alors, comment fait-on? Eh bien, aujourd'hui, on a des logiciels, comme ceux qui sont cités ici, je crois que le dernier est français, ce sont des sociétés qui sont capables de récupérer la donnée 3D de la CAO, des entreprises, et de générer des images des objets
mais avec des éclairages différents et des orientations différentes, voire même en créant des situations d'occultation d'objets qu'on n'en voit qu'un bout. Et à partir des images qui sont générées comme ça, qui sont associées évidemment au label des objets, parce qu'on a la base de données des objets avec leur nom, et c'est ça qu'on utilise pour entraîner des réseaux de neurones de reconnaissance d'images. Alors c'est un peu barbare hein, comme méthode. Hein. Ah oui, c'est quand même barbare, parce que c'est la méthode dure, quoi. Vous pouvez générer plein d'images. Donc par exemple, pour un objet, vous allez générer des dizaines d'images, voire des centaines. Parce qu'il y a plein d'angles différents, plein de lumières différentes. Donc ça peut servir par exemple, si on veut développer une application pour Ikea, qui permet de reconnaître des meubles dans une pièce, pour dire, voilà, les meubles qu'il faut acheter, le machin Billy, là, tout ça, ça va reconnaître automatiquement, mais au lieu de labelliser à la main les images, on génère ça dans la CAO et on fait ça automatiquement. Donc voilà, vous avez deux esclaves à l'automatisme complet en fonction de la nature des objets que vous voulez reconnaître. Alors typiquement, les animaux, ça ne marche pas avec ça. Les choses de la nature, ça ne marche pas là. Le manufacturé, ça marche là. Là, c'est plutôt des données, on va dire, métiers, des données liées à des situations métiers. Et là, ça va être des images hors objet manufacturé, pour faire ça. Ça va? Jusque-là? J'ai presque fini, j'ai encore la moitié. Combien de temps il me reste? Ouais, ça va le faire. Alors, il faut éviter le biais des données. Il faut éviter le biais des données quand on fait tout ça. Alors, pour éviter le biais des données, il faut comprendre d'où ils viennent. C'est toujours le phénomène du rétroviseur. Le biais des données, il vient du fait que les données du passé ne sont pas toujours satisfaisantes, ou elles sont incomplètes. Alors, exemple d'incomplétude, c'est ce que je vous montre ici. Il y en a deux, hein, il y en a un à gauche et un à droite. À gauche, c'est les premiers systèmes de reconnaissance de visage aux États-Unis, utilisés par exemple pour connaître les salariés à l'entrée d'une entreprise, qui ne reconnaissaient pas les visages de noirs, de personnes de couleur. Pourquoi? Parce que la base d'entraînement était faite avec que des blancs. C'est cool, hein, il y a des gens qui sont capables de faire ce genre de conneries. Aux États-Unis, il y a 18% de personnes de couleur. Donc, cette bêtise a été faite. Alors, elle est possible, cette bêtise, il est possible de la faire à la fois dans l'IA et dans le hardware. Alors, dans l'IA, c'est la base d'entraînement avec les images, et le hardware, c'est des systèmes de distribution de savon automatique, ou d'eau automatique, qui ont un capteur infrarouge et qui ne sait pas reconnaître les pots de couleur. Donc ça, c'est pas de l'IA, c'est juste un problème de calibrage de capteur infrarouge. Donc on est capable de faire des erreurs dans le hardware aussi. Et à droite, c'est encore plus tordu. C'est Amazon qui s'est rendu compte il y a un an et demi, un peu moins d'un an et demi, je crois que c'était fin 2018, ils se sont rendus compte que leur système de tri automatique de CV, pour recruter des personnes à fonction technique chez Amazon, donc des développeurs et des data scientists, systématiquement défavorisait les femmes. Alors, en plus, il n'y a que 5% de femmes dans ce métier. Donc, les malheureuses 5% de femmes qui candidataient, elles se faisaient encore plus jeter du système que normalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un biais statistique qui est, comme la base d'entraînement était basée sur l'existant, et que cette base est totalement satisfaisante, avec 95% d'hommes, bah c'est comme en démocratie, c'est la majorité qui s'imposait. C'est-à-dire que c'est la majorité des hommes qui mathématiquement s'imposaient dans l'algorithme. C'est bizarre, hein, mais... Et donc, si on veut corriger ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut transformer la base d'entraînement pour non pas lui faire refléter la situation existante insatisfaisante de la société, mais il faudrait lui faire l'alimenter avec une situation idéale. Et pour avoir une situation idéale pour éviter les biais, il faudrait qu'il n'y ait pas 5% de femmes, il faudrait qu'il y en ait minimum 30%, pour éviter ces biais statistiques. Donc ça veut dire qu'il faut surreprésenter une population par rapport à une autre, pour éviter ce mécanisme mathématique. Donc ça, c'est les statisticiens qui connaissent beaucoup mieux ce truc-là, mais c'est lié à la manière dont les réseaux de neurones sont entraînés, et il faut faire gaffe à ça. Bon, alors je dis ça de manière un peu brute, mais c'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir quand on alimente un système. Il faut avoir une meilleure vision de l'existant, une meilleure exhaustivité d'un côté, et aussi une capacité à transformer ce qui n'est pas satisfaisant dans la manière dont la société est organisée. Alors je passe du coq à l'âne, je passe au processeur directement, là, puisqu'on a parlé des données, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de processeurs spécialisés dans le domaine de l'IA. Et alors c'est un domaine qui me passionne moi, personnellement, ça fait 3 ans que je regarde ce qui se passe dans ce domaine-là, j'aime bien le hardware, malgré le fait que je suis un homme de logiciel à l'origine, et il y a une créativité dans ce domaine-là qui est absolument dingue. Il y a un nombre de boîtes qui ont été créées, en plus des Intel, des Nvidia, des AMD, des Google, Microsoft et autres, en plus des gros acteurs, il y a des tonnes de startups qui ont été créées pour créer des processeurs originaux qui optimisent en particulier le traitement des réseaux de neurones. Parce que je ne suis pas trop rentré dans le détail dans les réseaux de neurones, mais dans les réseaux de neurones, quand on les entraîne, on utilise des formules mathématiques compliquées. On fait des multiplications de vecteurs et matrices pour gérer ces couches de neurones et ces filtres. On utilise aussi des fonctions dérivées, on utilise des fonctions non linéaires, donc des sigmoïdes, des tangentes, enfin
ce qu'on appelle des tornages, des tangentes hyperboliques, on utilise plein de fonctions mathématiques non linéaires, c'est des calculs très complexes, pour quand on entraîne un réseau neuronal, mais après quand on les exécute. Et ces calculs complexes, pour les optimiser, il y a des gens qui se disent, au lieu de les faire un par un, je vais créer des modules fonctionnels dans le processeur qui vont les faire plus rapidement, de manière optimisée. D'où le fait qu'il y a des tonnes de boîtes qui se lancent, d'abord sur les serveurs, tout ce qui est ici, et ensuite dans les objets eux-mêmes, et où il y a encore plus d'acteurs. Donc ça, c'est que des processeurs. Alors j'ai catégorisé en 3 catégories ici, mais les plus importants, ils sont là. C'est des gens qui gèrent ce qu'on appelle des tenseurs, avec des matrices et des vecteurs. Et tous ces gens-là, eh bien, ils sont spécialisés dans SparkShare. Alors on pourrait... L'interrogation écrite, c'est vous me donnez le nom d'un de ceux-là et je vous dis ce qu'il fait. Donc je ne vais pas y arriver parce qu'il y en a, je ne mémorise pas. Mais je peux vous dire par exemple que, alors il faut que je les retrouve d'ailleurs, il y en a un là qui vient de lever 450 millions de dollars là-dedans. Vous avez Havana qui est là, qui vient de se faire racheter par Intel à la fin 2019, pour plusieurs milliards de dollars. Donc parce qu'il y a des boîtes qui sont créatives dans la manière de créer leurs processeurs. Après, il y a des gens très originaux qui sont ici, qui font des choses que je n'arrive même pas à expliquer, tellement c'est tordu. Il y a Lighton, qui est une boîte française qui fait des systèmes d'entraînement de réseaux neurones à base d'optique, avec des interférences, c'est incompréhensible. Non, j'y arrive pas à comprendre comment ça marche, quoi. Vous avez Another Brain qui fait une espèce de truc bizarre, qui est censé faire l'auto-apprentissage pour entraîner des images dans l'industrie. Et puis vous avez des gens qui font ce qu'on appelle comme Iberico, qui font des réseaux qu'on appelle des réseaux neurones à impulsion, qui sont censés consommer beaucoup moins d'énergie que tous les autres qui sont à gauche ici, mais qui ne sont pas encore très au point, notamment du côté des outils de programmation pour développer des solutions opérationnelles. Alors je vais vous en montrer quelques-uns. Alors vous avez le plus connu qui est NVIDIA, qui fait des processeurs qui s'appellent comme le V100, qui est un processeur très très rapide, qui a été créé il y a 3 ans, qui reste encore une référence, même si je pense qu'il est bientôt dépassé. Et on le retrouve dans des machines spécialisées qui ressemblent à ça. Alors vous avez du Cisco, du NVIDIA, du PNY ou du Atos, c'est français, c'est bien. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on met? On met en général un mélange de processeurs Intel, éventuellement Power, si vous êtes chez IBM. Power, c'est l'architecture risque d'IBM. Et vous couplez ça à des NVIDIA. Alors ça fait quelques pétaflops, comme puissance de calcul. Pétaflops, c'est un pétaflopping point operation per seconde. C'est beaucoup d'opérations par seconde. Alors ça, on l'utilise pour l'entraînement principalement des réseaux neuronaux. C'est des machines qu'il ne faut pas donner, c'est 400 000 $. Surtout ça, 400 000 $, c'est le prix de base. Oui, parce que c'est des machines qui chauffent, il y a beaucoup de processeurs dedans. Ils en mettent entre 8 et 16, c'est des grosses machines, quoi. Puis après, on peut en mettre des wagons, si on veut. Après, vous avez Google qui a inventé un truc qui s'appelle Tensor Processing Unit. Ils ont leur propre processeur, ils le vendent à personne, ils l'utilisent que chez eux, que pour leur système de recode d'image et de traitement du langage. C'est que chez eux. Ils ne le vendent pas. Je vous passe le détail, si vous voulez, on peut expliquer à quoi ça sert tout ça. Là, mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis carrément une matrice de 258 pixels de côté et ils font carrément la gestion des filtres directement en dur dans le processeur. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas optimisés et dans la dernière version, ils sont tombés à 128 pixels de côté et NVIDIA, ils sont à 4x4 et ils vont passer à 16x16. Il y a des variantes qui existent de ce côté-là. Celui-là, il m'intrigue beaucoup. C'est une boîte qui est américaine, qui a levé 112 millions de $, donc ça c'est l'argent de poche pour démarrer, quoi. Et ils ont lancé le processeur le plus grand du monde en août dernier. Donc il fait 21 cm de côté, il consomme 15 kW, donc il faut un sacré radiateur pour enlever la chaleur qui dégage. Là. Et imaginez, pour ceux qui ont fait des calculs de thermique, quand vous chauffez un truc à plusieurs centaines de degrés qui consomme 15 kW, il y a des légers problèmes de distorsion thermique, quoi. Donc la question c'est comment on fait en sorte que le truc ne gonfle pas et n'explose pas, quoi. Donc il y a eu beaucoup d'inventivité à créer pour faire ça. Et ça a été fabriqué par TSMC, au niveau fab, TSMC qui est le leader mondial de la fabrication indépendante. Donc c'est des usines qui sont à Taïwan, parce que TSMC ça veut dire Taiwan Semiconductor. Ce sont eux qui produisent tous les processeurs de Qualcomm, de Broadcom, de Marvell, de Nvidia et de ces gens-là, avec des usines qui sont vendues, enfin qui vendent leurs services en fait aux gens qui conçoivent des processeurs. Et le laboratoire Argonne, qui dépend du département de l'énergie américain, eh bien ils ont demandé à la boîte de créer un serveur pour eux pour faire des tests. Et ils ont montré qu'ils arrivaient à réduire de plusieurs ordres de grandeur le temps d'entraînement de réseaux neurones grâce à cette machine. Alors il y a une petite astuce qui est utilisée, là je vais parler aux plus techniciens d'entre vous, c'est que le problème qu'on a quand on entraîne un réseau de neurones, c'est la mémoire. Parce que tous ces réseaux de neurones, ils ont des paramètres. On appelle ça des hyperparamètres. Ces paramètres, il y en a des milliards pour les réseaux les plus compliqués.
Et quand on entraîne un réseau de neurones, on passe son temps à lire et à écrire dans ces paramètres. Et en fait, les algorithmes d'entraînement des réseaux de neurones, bah, ils sont ralentis par le temps d'accès à la mémoire. Alors si la mémoire est externe au processeur, il y a des allers-retours qui se font à une certaine vitesse. Alors avec NVIDIA qui fait ce machin-là, ce petit processeur qui est là, qui est le plus puissant jusqu'à présent, on a une mémoire qu'on lit maintenant, dans le meilleur des cas, une vitesse qui est de 1,8 teraoctets par seconde. C'est pas mal, quand même. Par rapport à une clé USB 3, c'est quand même pas mal, quoi. Mais en fait, le Cerebras, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a carrément la mémoire dans le proc, qui est à l'intérieur du processeur. Et là, ils mettent 28 gigaoctets, si je ne m'abuse. Non, c'est 18, je me suis trompé. 18 qui est marqué là. Il y a 18 gigaoctets qui sont là-dedans, répartis partout. Et là, c'est la mémoire cache, en fait, qui est directement dans le processeur. Or, le temps d'accès à la mémoire cache, d'après ce que j'ai vu dans la littérature, c'est de 16 teraoctets par seconde. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc, résultat, ils ont à la fois plus de unité de traitement et une mémoire beaucoup plus rapide d'accès, ce qui fait qu'ils entraînent beaucoup plus rapidement la zone neuronale grâce à ça. C'est ça la valeur qui est proposée. Bon, c'est quand même une usine à gaz, on prend pour figurer, parce que 15 kW, il faut les évacuer. Alors, on peut faire des radiateurs pour les maisons avec, hein, c'est pas mal. Mais... Voilà. Maintenant, vous avez votre smartphone. Je ne sais pas celui-là quand il date, là, il doit être plus récent que le mien, mais c'est un Huawei, ça, ou c'est quoi? C'est un Huawei P30 P30 Pro, voilà. C'est mon réseau de neurones personnel qui a détecté le téléphone. Et son téléphone, il est équipé, si c'est le P30, il est équipé du 990 Kirin, qui est le processeur qui est là, qui doit être la dernière génération, à moins que ce soit le 980, je ne sais plus, qui est fabriqué en 7 nanomètres, qui a jusqu'à 4 Tera opérations par seconde comme capacité de calcul, et il a en fait dans son processeur 10% de la surface du processeur qui est dédiée à des multiplicateurs de matrices, qui sont 3 par 3, je crois, chez Huawei, et qui servent à accélérer les réseaux de neurones déjà entraînés. Alors, il y a une entourloupe dans l'histoire. Petite entourloupe. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé ici, je ne sais pas si ça apparaît. Non, ça apparaît pas là, ça apparaît pas là. Là, vous voyez, chez Google, là, ils disent 92 teraflops. Donc, terafloating point operation par seconde. Et quand vous allez chez les cocos qui font des processeurs pour les smartphones, ils vous disent teraops. Il n'y a plus le F. C'est marrant, hein? J'aime bien les détails comme ça. Il n'y a plus de F. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les processeurs embarqués, ils font ça en entier. Ou en tout cas en flottant, pas en flottant, en nombre, je sais oublié le terme, enfin en nombre à virgule fixe. Et donc, ils font des calculs qui utilisent moins de bits dans le stockage de l'information et qui consomment moins d'énergie. Pourquoi? Parce que si vous êtes embarqué dans un téléphone, il faut consommer moins d'énergie que dans le serveur. Donc le nombre flottant qui coûte cher en énergie, il est utilisé que sur les serveurs. Et les nombres entiers ou à virgule fixe sont utilisés que dans les systèmes embarqués. Alors, ça évolue rapidement. Puisque celui-là, là, il date de septembre dernier. Apple en est au A13, sorti en septembre dernier aussi, ils sont à 5 teraflops, pardon. Et le Qualcomm Snapdragon 865, lancé en décembre 2019, il est déjà à 15. Bon, ils ont juste pris un peu plus de place dans le processeur, parce qu'ils utilisent tous la technologie 7 nano, gravée au même endroit chez TSMC. Donc c'est la même techno hardware, mais ils ont juste pris un peu plus de place, ils ont dit, bah, tiens, on va mettre plus d'IA dans le processeur. Bon, ça se fait au prix d'un autre truc, c'est qu'ils ont enlevé la 5G du processeur et les mettre sur un processeur à part, comme ça la 5G prend de la place dans un autre composant. C'est marrant, hein? Enfin, moi ça m'amuse de voir ça. Ça m'amuse de voir ce que font les gens dans le hardware pour rendre tout ça possible. Alors, tout ça pour faire des selfies. Hein. L'usine à gaz de taré, c'est juste pour que ça reconnaisse vos yeux au visage quand vous faites une photo, ou les yeux de plusieurs personnes quand vous faites un selfie à plusieurs, ou que vous puissiez parler à Google Assistant. Ça sert à ça. Hein. Et d'ailleurs, ça a une autre utilité, notamment dans les smartphones Android, qui utilisent donc plutôt ça ou ça. Android, c'est Qualcomm ou Huawei. C'est que Google, dans la version d'Android, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui a été annoncée en mai 2019, ils ont dit, à partir de maintenant, le traitement de la parole de Google Assistant marche en local. Il n'y a plus besoin de passer par le serveur et par les télécoms. Alors pour des raisons de vie privée, mais aussi pour des raisons de latence et de consommation d'énergie, et aussi grâce au fait qu'ils ont été capables de faire en sorte que tout le réseau de neurones de traitement du langage, le fameux réseau à mémoire dont on a parlé tout à l'heure, il fonctionne en local dans la machine grâce aux capacités du processeur. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un lien entre les télécoms, les processeurs, la problématique de l'énergie, la problématique de la vie privée et les capacités de l'IA. Tout ça, c'est lié. Ça va? Vous n'êtes pas mort encore? Parce que respiration.
Alors maintenant, comment fait-on pour mettre tout ça dans une entreprise? C'est gentil, hein, je vous donne des exemples plutôt dans le public. Il se trouve que l'IA, elle joue un rôle dans les entreprises, et quand on met en place de l'IA dans une entreprise, il y a des règles à respecter. Et il y a des outils qu'on peut utiliser. Alors, on va commencer, je vais vous montrer à quel point l'IA va toucher de nombreuses briques du système d'information dans l'entreprise. Vous allez avoir du cloud, parfois des data lakes, c'est des systèmes où on met toutes les données d'entreprise qu'on va exploiter ensuite dans les systèmes de machine learning. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les AIOps. Les AIOps, c'est des opérations informatiques, en gros, c'est des outils d'administration du réseau qui détectent des anomalies qui sont utilisés par les opérateurs de réseau et opérateurs de cloud, opérateurs de serveurs, qui vont identifier les anomalies, mais grâce à du machine learning. La cybersécurité utilise de l'IA. Vous avez ce qu'on appelle la RPA, qui est la Robotic Process Automation, qui s'appuie aussi sur des techniques d'IA de plus en plus, qui permet d'automatiser des processus dans une entreprise. Vous avez la question qu'on vient de se poser, qui est est-ce qu'on met l'IA dans le cloud ou est-ce qu'on le met dans le edge, donc plutôt dans les objets ou dans les sites où c'est exploité. Tous les outils de développement, petit à petit, font appel à des techniques d'IA. Les applications elles-mêmes s'appuient sur l'IA, mais il n'y a pas que de l'IA dedans. Et au-dessus, ça touche le poste de travail, les applications métiers, des applications mobiles éventuellement, des outils de helpdesk. On voit apparaître maintenant dans l'IT de l'entreprise des outils de helpdesk construits sur des chatbots en fait. Ça marche plus ou moins bien, mais ça existe. Donc voilà tout ce qu'on peut faire dans l'entreprise. Alors après, si vous voulez mettre ça dans le cloud, notamment toute la partie entraînement et inférence en volume, vous pouvez faire appel à des opérateurs du cloud. Donc là j'en ai mis quelques-uns. J'ai mis 3 Français et 4 Américains, méchants Américains. Tout le monde a peur des Américains, c'est normal. Donc, si les données sont aux États-Unis, c'est un peu risqué si vous êtes dans un secteur légèrement, je dirais, sensible, notamment dans l'armement. Donc, si vous allez chez Thales ou chez Airbus, j'espère qu'ils font un peu plus gaffe quand même. Et vous avez des solutions en France. Alors, le problème, c'est que le cloud, c'est compliqué. Et il y a souvent des masses critiques de compétences et de serveurs et d'infrastructures à avoir pour avoir une infrastructure digne de ce nom. Donc les petits opérateurs n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques que les gros. Et c'est évalué, notamment par l'armée française, qui a regardé ça de très près, qui essaie de voir dans quel cas on peut être en France, dans quel cas on s'appuie sur des opérateurs américains, en fonction de la criticité de l'application. Donc aujourd'hui, c'est Amazon qui domine le marché, suivi de Microsoft et de Google, et IBM derrière, et vous avez les Chinois qui sont là. Et ça, c'est Q3 2019. J'ai récupéré les chiffres fin 2019, il n'y a pas longtemps, mais c'est à peu près pareil. Il y a une solution qui permet d'éviter les problèmes de confidentialité des données dans l'IA, mais qui pour l'instant est peu utilisée et est assez coûteuse. C'est un truc qu'on appelle le chiffrement homomorphe. Vous connaissez tout ça. Donc le chiffrement homomorphe, je ne connaissais pas il y a 6 mois, ne vous inquiétez pas. Le chiffrement homomorphe, c'est une technique qui permet de chiffrer de la donnée, qui va alimenter des réseaux de neurones et des systèmes de machine learning, mais avec et la donnée éventuellement chiffrée et les labels chiffrés. Et le chiffrement homomorphe dans le contexte de l'IA, c'est des techniques mathématiques qui permettent de chiffrer la donnée, qui peut quand même traverser un réseau de neurones correctement. Alors pas n'importe lequel, il y a des choix à faire, pour qu'à la fin, eh bien, on puisse, en exploitation, alimenter un réseau de neurones avec une donnée chiffrée, et il va vous renvoyer un label chiffré. Ce qui fait que le gars qui vous pique la donnée sur le tuyau, comme la NSA aux États-Unis, il verra le chiffre en entrée, le chiffre en sortie, il ne peut pas comprendre la sémantique de ce qui passe. En théorie. Donc pour l'instant, c'est nouveau. Alors pourquoi c'est pas encore largement utilisé? Parce que c'est nouveau et surtout parce que ça coûte assez cher en temps machine. Ça consomme de l'énergie en entrée et en sortie. Et puis en plus, on ne peut pas utiliser n'importe quel système de machine learning. Et toutes les méthodes d'entraînement des réseaux neuraux ne sont pas capables d'exploiter des données de ce type-là. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre quand même. Je vais passer vite parce que j'ai zappé, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, il reste 20 minutes. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples d'applications pratiques dans le monde de l'entreprise. La vision que j'évoquais tout à l'heure, c'est le cas le plus sophistiqué. Et il y a beaucoup de trucs vraiment intéressants dans la vision. Alors, vous connaissez les visages, les fameux selfies d'Hollywood, des Oscars il y a quelques années. Scanner une empreinte digitale, c'est aussi le traitement d'image. Avant, on le faisait un peu à la main, bricoler. Maintenant, on fait ça de manière automatique. Détecter une activité dans la rue, voir les comportements des piétons, des voitures, des motos, des gens dans les aéroports, tout ça, c'est détection d'activité. L'imagerie médicale, évidemment. Et puis vous avez les contrôles qualité dans les usines. Maintenant, de plus en plus de caméras alimentent des réseaux de neurones pour détecter des anomalies de fabrication, des erreurs, des défauts. On peut utiliser aussi ça pour détecter un défaut sur une carrosserie d'une voiture qui est accidentée, c'est utilisé par les assureurs maintenant, ou les loueurs de voitures, à la réception du véhicule après l'utilisation.
Vous avez la télédétection, je ne sais pas si on en parle tout à l'heure, non, Jean-Louis? On en parle tout à l'heure, la télédétection, d'analyser des champs avec des drones, des avions, des hélicoptères, des satellites, notamment avec l'imagerie hyperspectrale qui est extrêmement puissante. Trouver des sacs similaires dans un site de vente en ligne, pourquoi pas. Et puis vous avez aussi la génération d'images artificielles, donc toujours les fameux réseaux de neurones artificiels. Donc ça c'est pour vous vieillir artificiellement ou vous rajeunir. Changer de sexe aussi. C'est une application faite par des Russes qui existe depuis 2 ans maintenant, 3 ans, le début, c'est février 2017. Tout le monde en a eu peur au printemps dernier parce qu'on s'est rendu compte qu'ils récupèrent les données. Bah ouais, vous mettez votre photo dedans, ils vont la voir, c'est sûr. Mais ça marche. Enfin, je ne l'ai pas testé, mais ça marche. D'autres exemples, là je vous montre une vidéo qui n'a rien à voir avec l'image qui est en dessous, mais il faut savoir que la startup s'appelle SenseTime, elle a levé 2,3 milliards de dollars. C'est une boîte chinoise qui fait que de la repos d'image. Mais pour tous les métiers. C'est une sorte de grande société de services qui est capable de faire de la repos d'image pour plein d'entreprises différentes. Et je vais vous montrer sur quel type d'outil il s'appuie, comme ça mettra un peu de musique dans la présentation qui est un peu longue. Voilà, hop, c'est parti. La pause de musique. Par la vidéo. Regardez, vous cherchez les erreurs. Donc ça, on a vu plein des erreurs. Il y en a des erreurs. Pourquoi? Parce que le système est mal entraîné, il n'y a pas assez d'images pour l'entraînement. Mais il faut savoir que ce SDK, parce que c'est un SDK qui s'appelle YOLO V3, il est disponible depuis 2 ans. Il est exploité par beaucoup de développeurs parce que ça tourne sur un PC. Alors c'est assez consommateur de ressources, mais il permet d'entraîner sur un PC un petit réseau de neurones qui reconnaîtra en temps réel à de l'ordre de 10 à 30 images par seconde des objets dans la vidéo. Quoi. Donc ça c'est d'open source, comme beaucoup d'outils du domaine du deep learning. On détecte des émotions, je vous en parlais tout à l'heure. Donc imaginez, vous en train de regarder la vidéo avant, une caméra qui vous surveille, et là, on va voir ceux qui se flippent. Donc ceux qui rigolent ou pas, etc. Alors ça peut servir par exemple à analyser la réaction d'une audience à un contenu. Une pub, un film, un débat politique, ce qu'ils ont déjà fait sur les débats politiques. Ils ont fait Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2017 avec ça. Pour voir les messages qui passaient bien des deux candidats pendant le débat. Vous avez la cartographie thématique, avec cet exemple-là que je trouve absolument extraordinaire. C'est Orbital Insight, une start-up américaine, je dirais, banale. Et alors eux, ils analysent des images des cuves de pétrole dans le monde, et ils en réduisent en calculant la taille de l'ombre, la quantité d'énergie fossile qui est utilisée dans chaque pays. Et ils vendent ça aux hedge funds. Donc au fond spéculatif qui travaillent sur les indices des pays. Donc grâce à ça, les fonds arrivent à avoir de l'information économique sur les pays qui n'est pas publique. Alors ça marche s'il n'y a que seulement quelques fonds qui l'achètent. Parce que si tous les hedge funds l'achetaient, ça renivellerait le marché avec le même niveau d'information. Donc il faut qu'il y ait une asymétrie d'information pour faire pertinent. Et le dernier cas de figure que je trouve intéressant, c'est la SNCF et EDF qui utilisent des drones couplés à des caméras et qui font l'inspection de caténaires ou d'infrastructures, qui détectent les défauts et qui accélèrent comme ça les interventions. Alors c'est particulièrement important pour le suivi après des catastrophes, donc après des intempéries, neige, vent, etc. Et ça arrive beaucoup en ce moment. Donc ça permet d'accélérer la capacité à mettre en route un réseau opérationnel. Donc c'est vraiment des choses très opérationnelles. Alors, tout ce que je vous raconte là n'est pas forcément déployé à grande échelle. Ce sont des choses qui arrivent petit à petit, qui sont d'abord testées à petite échelle, puis après éventuellement déployées à plus grande échelle par les industriels. Vous pouvez améliorer votre selfie aussi, c'est pas mal, c'est bien, vous allez voir s'il y a Adobe qui fait ça. Transform it so it's more flattering. Here I'll make it appear as if the picture was captured from a distance more typical of a traditional portrait shot. J'en ai plein comme ça, vous pouvez prendre des photos, c'est toujours Adobe qui fait ça, et c'est basé sur les travaux d'INRIA. C'est rigolo, hein? Comme on peut.
comment on se fait piquer, ce qu'on fait en France par les douanes américaines. Donc, prenez une image de jour et vous la faites de nuit, et réciproquement. Avec un réseau de neurones d'apprentissage, beaucoup de bases de données, d'images. En fait, la réalité, c'est que ce n'est pas un réseau de neurones classique, c'est un système qui est capable de remodéliser en 3D le contenu, et qui après renvoie de la lumière sur le contenu et remodélise, recrée une image à partir de données 3D qu'il a reconstitué de ce qu'il voit dans l'image. Donc c'est pas tout à fait du réseau de neurones classique. Vous avez les faits vidéo, vous avez sûrement vu ça, qui date d'il y a 4 ans, c'est vieux même, c'est comment on calque le mouvement des lèvres d'une personne sur une autre personne. We present a novel real-time facial reenactment method that works with any commodity webcam. Since our method only uses RGB data for both the source and target actor. Donc ça, c'est ce qu'on faisait il y a 4 ans. Il y a 3 ans, 2 ans, on faisait ça, avec Obama, Thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our healthcare through the marketplace. Bon, ça marche, mais c'est un peu du bricolage quand même, hein. C'est pas le truc facile à faire, mais maintenant ça existe dans des applications mobiles. J'ai même vu une start-up au CES cette année qui vous proposait ça aux Chef, quoi. C'est-à-dire qu'ils vous vendaient un logiciel qui fait ça. Vous voulez faire des faits vidéo avec des gens, c'est sur le marché. Alors évidemment, ça inquiète tout le monde. Bon, alors aux États-Unis, ils n'ont pas trop de problème parce que, si vous voulez, leur président, c'est le principal générateur de fake news. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un fake président, ils ont déjà le leur en vrai, quoi. Ça marche tout seul, quoi. Voilà. Alors, traitement du langage, bah, c'est la même chose. Il y a plein d'outils qui existent. Et très souvent, d'ailleurs, un train peut en cacher un autre. À savoir que, bon, vous connaissez évidemment les traitements de la parole avec Alexa et avec Google Assistant, mais il y a d'autres outils plus sophistiqués qui existent. Il y a des outils, par exemple, des moteurs de recherche spécialisés. Il y a des outils qui sont spécialisés dans l'extraction de données. Donc, donner des entités nommées, c'est-à-dire trouver des noms de gens, de pays, de sociétés dans des textes, capable de récupérer des données chiffrées dans des textes. Vous avez des outils d'analyse de sentiments dans les textes. C'est utilisé en marketing pour analyser les sentiments sur les marques dans les réseaux sociaux. Donc c'est du traitement du langage à base de techniques d'IA. Vous avez des systèmes de résumé automatique qui seraient très utiles pour les documents, parce que je fais des gros documents. Mais je n'ai pas encore testé, ça, je suis pas sûr que ça marcherait très bien, mais ça existe. Vous avez les gens qui font le contraire, sont capables de générer du baratin automatiquement à partir de données structurées. Donc génération automatique. Non mais vous rigolez, mais ça existe vraiment. C'est utilisé par les agences de presse. L'AFP, toutes ces agences, elles sont capables de générer automatiquement des communiqués de presse sur des données assez récurrentes. Donc ils font ça sur les communiqués sur le sport, la météo, sur les informations financières des boîtes. C'est toujours le même baratin. Il y a juste les noms et les chiffres qui changent, donc ils ont des phrases toutes faites, et ils savent générer des trucs qui se tiennent à partir de bases de données, de textes d'apprentissage. Donc voilà, ça existe. Alors, si vous voulez faire un chatbot simple, on a besoin en général de réseaux de neurones qui analysent le texte, d'avoir des bases de données de questions-réponses, éventuellement de traduction. Ça fait un chatbot texte qu'on peut mettre dans Messenger, par exemple, sur Facebook. Si vous voulez que ça traite la voix, il faut rajouter du speech-to-text en amont, donc transformer la voix en texte, comprendre tout ça. Alors c'est fait avec plein de méthodes différentes. Et puis à la sortie, de refaire du text-to-speech pour entendre le résultat. Et là, on va retrouver tous les cocos américains là, qui sont là-haut, vous connaissez. Et tout un tas de sociétés spécialisées d'ailleurs. Je vais vous montrer une ou deux. Je vais vous montrer ce que fait DeepMind, par exemple, qui est chez Google. Aspects of the sublime in English poetry in Comment il génère de la voix artificielle. 1770 to 1850. The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. Ils essaient d'améliorer ça régulièrement, d'année en année, et on continue à reconnaître une voix artificielle, mais petit à petit, la différence avec les voix réelles s'estompe. Vous avez des gens qui analysent les émotions, donc les exemples que je donnais tout à l'heure, c'est des boîtes réelles qui existent aujourd'hui. Vous avez même des boîtes qui font l'extraction de données avec des conversations vocales. Allomédia, qui est une boîte française, est très connue. C'est une boîte qui est capable de récupérer le texte des conversations dans les centres d'appel. Et ça sert surtout à faire des logs automatiques des discussions, pour trouver les mots-clés, les incidents, faire des statistiques sur les incidents, pour améliorer la qualité, théoriquement, des centres d'appel. Après, il y a le marché vertical. L'IA, elle est partout. Donc j'en parlerai plus en détail dans les formations demain et après-demain. Je ne connais pas de métier qui échappe. Hein. Tous les métiers peuvent utiliser ce qu'on vient de voir. C'en est à tel point que moi j'ai tendance à considérer qu'aujourd'hui, les briques existantes, celles d'aujourd'hui de l'IA dont je vous ai parlé, elles ont une caractéristique, c'est qu'on peut quasiment dire qu'elles sont du logiciel banal, quoi. Ou plus ou moins, tous les logiciels des entreprises vont pouvoir y faire appel d'une manière ou d'une autre.
Pour une raison qui est très simple. Dans quelque métier que ce soit, dans quelque logiciel que ce soit, un logiciel gère des données. Alors soit c'est des données qui sont saisies par un humain, soit c'est des données qui viennent de machines ou de capteurs, mais n'importe quel logiciel traite des données. Et en général, le stock de données augmente avec le temps. Donc la compta d'une entreprise, le log d'un serveur, le log d'objets connectés, les images de caméra, tout ça, ça s'accumule. Et donc, dès lors que vous avez un logiciel qui capte des données, bah, les données peuvent être exploitées par une IA et du machine learning. Donc en fait, tous les logiciels, je pense, à terme, vont devenir des logiciels qui intégreront des briques d'IA. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout le logiciel sera d'IA. Ça veut dire simplement que dans un logiciel d'une banalité affligeante, dans n'importe quel métier qui se trouve là, il y aura des petits bouts d'IA, plus ou moins gros. Alors si c'est une caméra de surveillance qui doit détecter des personnes, c'est le cœur de la fonction. Mais si c'est un logiciel d'audit, de comptabilité qui essaie de détecter des anomalies, bah, ça va être une petite fonction, et pas la principale forcément. Donc en fait, vous allez avoir une espèce de degré de dosage de l'IA dans les logiciels qui va être très variable en fonction de leur nature. Ça ne veut pas dire que c'est de la fake AI, comme on dit, de la fausse IA. Ça veut simplement dire qu'il y a un dosage qui est plus ou moins gros, plus ou moins moderne, plus ou moins sophistiqué, mais il y aura toujours plus ou moins des petites briques d'IA, telles que celles qu'on a vues dans ma présentation, en fait, dans ces solutions. Alors, il y en a dans le retail. Je passe très vite parce que j'ai dépassé mon temps, j'étais trop là. Qu'est-ce que je dois raconter? L'éthique, je m'en fous. Non, non, mais comme Yannick en parle demain, je ne vais pas en parler en détail. Non, je m'en fous pas, mais j'ai essayé d'étudier la question quand même. Mais l'éthique, évidemment, c'est vachement important dans l'IA. Mais je trouve, c'est juste un point de vue un peu personnel, je trouve qu'on a fait une fixette sur l'éthique de l'IA, alors que je pense qu'on devrait avoir un vrai raisonnement sur l'éthique des technologies en général. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur l'éthique de l'IA sont en réalité plutôt très larges l'éthique des technologies en général. Est-ce que la technologie peut faire le mal ou pas? C'est pas une question d'IA, c'est une question globale de l'usage des technos dans la vie. On sait par exemple qu'il y a énormément de technologies qui sont dites duales, qu'elles sont à la fois un usage civil, un usage militaire. Donc toutes les technologies duales doivent poser des questions d'éthique, mais avec ou sans IA. Alors certes, l'IA rajoute sa dose de problèmes avec le problème de l'explicabilité, le problème des biais des données, ok, mais je crois que la bonne réflexion, c'est d'avoir une réflexion globale de l'éthique des technologies, mais pas de l'IA. Alors il y a un autre problème dans l'éthique, c'est que la France a essayé de se positionner comme leader mondial du sujet, mais avec ses propres références culturelles. Et nos références sont pas forcément les meilleures. On peut dire qu'on est les meilleurs, qu'on est le phare de l'humanité, très bien, mais les Asiatiques, ils disent fume, nous on a des références différentes. Quoi. Les Chinois, ils sont pas pareils. Pour nous, c'est une dictature, ok, mais bon, ils ont des références différentes. Donc, il faut se méfier de nos propres référents. On a finalement nos propres biais culturels. Et donc, quand on reproche à l'IA de générer des biais, n'oublions pas que notre culture est un biais aussi. Donc, les cultures sont différentes d'un pays à l'autre et il faut tenir compte de ça. Alors, la grande question qui se pose, c'est comment on adopte l'IA dans une entreprise. Et ça sera l'objet détaillé de la formation qu'on fera demain. Je vais regarder, en fait, comment on va s'y prendre pour adopter l'IA. Alors, il n'y a pas de truc magique pour adopter l'IA. Il faut comprendre comment ça marche. Donc, lire des bouquins, aller à des conférences, faire des formations, etc. Il faut comprendre comment marchent les outils, comprendre les limites aussi des systèmes. Et surtout, comme dans n'importe quel processus d'innovation, il faut croiser l'univers du possible d'un côté, qui est technologique, les besoins d'une entreprise, et croiser les deux. C'est ça l'innovation en général, hein. C'est l'imagination vient du croisement des deux. On peut parfois avoir de l'imagination sans avoir aucune idée de ce que fait la technologie. Donc par exemple, il y a des gens qui viennent me voir et disent, je donne un exemple que j'adore, c'est une femme qui vient me voir, qui est dans l'investissement, dans les startups. Elle me dit, est-ce que tu pourrais me créer une IA qui me dirait où je dois investir pour gagner le plus d'argent dans les startups? Vous savez quelle était ma réponse? Hein? Non? Non, c'était ni oui ni non. Hein. Non, mais je fais des réponses de jésuite, moi. On me pose une question, je demande une question. Donc, j'ai répondu par la question qui était « Quelles données tu as ?» Elle m'a dit « J'ai rien ». Elle m'a dit « Bah, t'es mal barré. T'as pas de données d'entraînement, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. » Donc, à supposer qu'on puisse en avoir. Il y a des gens qui essayent de faire des bases de données de start-up pour dire, voilà, comment on va analyser un dossier de start-up pour dire si c'est bon ou pas bon. Bon, en général, 80% des facteurs de succès d'une start-up, c'est les gens. Et mettre les gens dans des colonnes, c'est pas facile. Donc, l'IA qui est capable d'analyser les gens,
collectif de gens qui vont pas s'entendre, c'est assez compliqué à faire, vu qu'on n'a pas assez de données en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut d'où l'importance de ce truc-là. Ça c'est classique, ça s'applique à n'importe quelle innovation, et dans le cas du machine learning, après il y a l'IA symbolique et un autre point, mais le machine learning, il y a ça. Puis après, il faut faire des choix, parce que le problème que vous allez avoir dans les entreprises, c'est que, surtout si vous sortez de la formation et de tout ce que je vous raconte, c'est qu'à la fin, vous avez trop d'idées. Parce qu'en fait, vous en mettez tellement partout, il y a qu'à un moment donné, vous dites, je n'ai pas le temps, je ne vais pas pouvoir lancer 450 projets dans ma boîte. Donc il va falloir choisir là où c'est plus pertinent. Donc on fait des choix économiques et dire, voilà, où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact le plus rapidement possible. On essaye de... Les Américains, ils appellent ça le get the low-hanging fruits. Donc trouver les fruits frais qu'on peut cueillir rapidement, les pommes chez vous, non voilà, les pommes mûres qu'on prend tout de suite, qui coûtent pas cher, plutôt que de s'embêter à chercher des topinambours avec un appareil. Et puis ensuite, il faut expérimenter, parce que l'IA, ça ne marche pas toujours. Il y a des taux d'erreur, il y a des trucs où les données ne sont pas suffisantes. Et il y a beaucoup de projets dans les entreprises qui plantent parce que ça ne marche pas, quoi. Il n'y a pas la bonne méthode, pas les bons outils, pas les bonnes données. Et quand ça marche, on déploie. Et point extrêmement important, c'est quand ça marche, on déploie, mais en fait, le cycle ne s'arrête jamais. Il faut évaluer. Les données ne sont jamais statiques dans un métier, il faut toujours les améliorer. Et donc, on passe son temps à améliorer son projet. Bon, c'est peut-être vrai d'informatique en général, mais c'est encore plus vrai dans le domaine de l'IA. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Je zappe plein de trucs, je suis désolé, je le ferai en formation. Donc c'est mon teaser de la formation, comme ça. Voilà. Et je vais conclure avec ça, qui est que si vous voulez adopter l'IA, comme d'ailleurs n'importe quelle technologie de n'importe quel domaine, il y a 3 trucs à faire, simples. Hein. Le premier truc, c'est comprendre d'abord vos besoins métiers et les croiser avec vos données. Donc on a vu, il y a un lien données-métiers qui est vraiment fondamental dans le domaine de l'IA. Le deuxième, c'est comprendre quand même un peu comment ça marche. Alors c'est pas pour tout le monde, et au moins ceux qui sortent de cette salle aujourd'hui vont avoir une petite idée des sujets à creuser. Donc il faut avoir une idée des types de problèmes que l'IA peut résoudre. Et puis après, il faut s'occuper des vrais gens. Parce que c'est pas le tout de dire je vais l'IA dans l'entreprise. L'IA, c'est des outils logiciels, hardware éventuellement, mais qui vont être mis dans les mains d'utilisateurs. C'est un chatbot en ligne pour la relation client, c'est une application pour les financiers, pour les marketeurs, pour les opérationnels. Il faut les impliquer dans la conception des solutions. Il faut être sûr que l'interface utilisateur est bien foutue. Il faut expérimenter, il faut former les gens, comme on les a formés à la bureautique, comme on les a formés à Internet, comme on les a formés aux outils mobiles. Il faut s'occuper des gens. Si vous lancez un projet sans vous occuper des gens, en général, vous plantez, avec ou sans IA. Mais avec l'IA, je pense que c'est encore plus important. Parce que c'est pas tout dire que le machin automatique, il faut donner par exemple des explications aux utilisateurs. Pourquoi le truc a trouvé ça? Comment ça marche? Enfin, il y a des choses sur lesquelles il faut mener une certaine réflexion pour être pertinent vis-à-vis des utilisateurs. Donc voilà, j'ai terminé. C'est long comme tunnel, je suis désolé. Mais on va prendre 2-3 questions quand même. On prend 2-3 questions. Sachant que je suis là pendant 3 jours, jour et nuit. Enfin, la nuit, non, je dors quand même, mais vous pouvez me taguer pour n'importe quelle question, sur presque n'importe quel sujet. Et j'ai même pas parlé d'informatique en dessous. Avez-vous 2 ou 3 questions? Vous étiez vachement sage, je trouve, quand même. Qui n'a pas tout compris? Voilà. Ah, mais non, mais c'est bien, il faut être honnête. Hein. Moi non plus, j'ai pas tout compris. Allez, une petite question. J'ai une question sur l'éthique. Oui. Les questions d'éthique, c'est pas plutôt des questions de responsabilité. L'éthique, dès lors qu'on confie en fait à une machine une décision de quelque chose, il faut savoir après si elle s'est trompée, sur qui on tape. Oui, mais ça c'est une vision d'assureur. C'est une vision d'assureur. Ouais, c'est une vision d'assureur. Enfin, j'espère qu'il y a d'autres questions que les problèmes d'assureur, comme dans la vie. Hein. L'assureur, c'est pour les dommages, c'est pour trouver la responsabilité. Mais je pense que l'éthique de l'IA pose des questions qui dépassent le cadre de l'assurance. C'est une question de vision de la société. C'est une question de perpétuation des injustices dans le fonctionnement des démocraties, dans le fonctionnement de l'économie. Donc ça va bien plus loin que les questions d'assurance. Quand vous créez par exemple un système qui perpétue des injustices de genre, de race, sociale, c'est pas une question d'assurance. Les assurances se foutent royalement de ça. Ça les intéresse pas. C'est un problème de société de démocratie. Donc l'éthique, c'est beaucoup plus large que, je pense, est-ce que la voiture qui écrase machin ou écrase bidule, c'est la question habituelle qu'on pose pour le dilemme de la responsabilité pour les véhicules autonomes. Non, c'est un tout petit problème. Enfin, je réponds un petit à côté, mais c'est pas que ça. C'est ça, mais c'est pas que ça. Madame? Moi, j'avais une question sur l'environnement.
vous l'avez dit tout au début, là, mais là il y a un article récent, là, je crois que c'est dans le Monde diplomatique, sur justement le coût du développement des objets connectés par rapport au développement du charbon, par exemple, enfin de l'utilisation des énergies fossiles. Qui alimente l'électricité, qui alimente Voilà. les outils numériques. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a en ce moment une réflexion là-dessus au niveau Oui, global? mais le problème c'est que la réflexion n'est pas forcément à l'endroit où il doit y avoir une vraie réflexion. Ouais. On sait que le numérique consomme environ 10% de, alors je ne sais plus si l'électricité ou l'énergie primaire dans le monde. Dans les pays occidentaux, c'est de plus en plus élevé. On sait que ça grandit. On sait que dans ce contexte-là, l'IA est assez consommatrice, parce que les serveurs coûtent cher, et puis un peu moins cher quand même dans l'inférence qui est faite dans les devices mobiles ou laptops et autres. Et on sait que dans les serveurs, ça coûte très très cher. Mais moi, je vais vous donner une solution. Mais alors, vous n'allez pas être d'accord. Vous demandez à tous les enfants d'arrêter de jouer avec des jeux vidéo. Un PC avec un jeu vidéo, ou une console de jeu, ça consomme entre 300 et 500 watts. Un laptop où on écrit, on travaille et on dessine, ça coûte 20 watts. Donc si vous voulez économiser l'énergie de la planète, vous transmettez le jeu en éducation. Ouais. Non mais, oui, bah, tu peux applaudir, mais sans rire. Mais allez l'expliquer aux enfants. Voilà, donc il y a plein de trucs qu'on peut faire pour économiser l'énergie. Arrêtez de faire des selfies. Arrêtez de faire des selfies pour les mettre sur Facebook. Non mais, c'est des trucs bêtes, hein. Arrêtez de tout enregistrer. Arrêtez d'avoir 5 comptes d'email qui stockent 45 000 emails stockés quelque part dans le cloud, qui consomment du SSD, du disque dur, et faites le ménage. C'est ça les réflexions. Il y a plein de choses pratiques que nous, en tant que consommateurs, nous pouvons faire pour réduire la consommation et l'empreinte énergétique du numérique. C'est pas qu'une responsabilité de Samsung, de Intel, de Nvidia et de Google. Dernière question, je vais laisser la place aux startups. C'est bon? Ah, monsieur? Vous allez m'entendre d'ici ou pas? Oui, oui. J'ai une question sur la qualité des données, comme Oui. c'est la base de tout au final. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux entreprises pour s'assurer de la qualité des données qu'ils vont utiliser justement dans le cadre de l'IA? Il y en aurait beaucoup des conseils. La question c'était qu'est-ce qu'on peut conseiller aux entreprises pour améliorer la qualité des données? D'abord, c'est un process qui est nécessaire avant même de l'IA. Moi, quand j'étais directeur marketing chez Microsoft, on avait toujours des bases de données clients qui n'étaient pas propres, donc c'était pas un peu l'IA. Il faut bien les capter, il faut bien les nettoyer, il faut dédoublonner les bases, par exemple les bases de données quand c'est des clients. Il faut s'assurer de la qualité des capteurs, quelle que soit la nature du capteur. Il faut mettre en place des outils de vérification de la qualité des données. Il faut être capable d'auditer les données, il y a des outils pour ça. Il faut mesurer les taux d'erreur des systèmes d'apprentissage supervisés, donc dans le machine learning. Il y a tout un tas de méthodes. Je n'ai pas la méthodologie toute prête en boîte à la Gartner à vous proposer, mais il y a des méthodologies qui existent pour faire ça correctement, mais ça nécessite des moyens. On n'a pas toujours dans les entreprises, mais ça nécessite de s'y prendre. Et en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est s'y prendre le plus tôt possible. Il faut se poser la question de la qualité des données dès le début de la captation. Il ne faut pas se poser la question une fois qu'on a tout capté, parce que là c'est trop tard. Donc il vaut mieux se poser la question des capteurs, quelle que soit la nature des capteurs. Par exemple, prenez un capteur qui mesure une température. S'il a une précision de plus ou moins 5 degrés, c'est embêtant à la fin. Bon, ça n'existe pas, mais c'est aussi une image. Il faut que la capteur ait la précision nécessaire pour le système qui l'alimente. Donc machine learning ou autre. Donc il faut s'assurer que toute la chaîne est correcte. Allez, on va s'arrêter là pour cette première partie. Merci beaucoup Olivier, je pense que